Bonjour, ici Marlène Côté. Et Vincent Champagne. Bienvenue à Pas Pas sorti sorti du du bois. bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC, puis je te partage mon review on night de la nouvelle gamme Boost Énergie de NAC. Le gel contient 25 grammes de glucides, puis le drink mix contient 60 grammes. L'heure est à la révolution des carbs dans le trail et NAC propose clairement quelque chose qui, sur papier, est vraiment hot. Ils ont ajouté à ça des électrolytes, ce qui en fait un produit vraiment unique sur le marché. Question de vraiment tester l'absorption du gel, j'ai testé pendant un de mes entraînements d'en gober 3 en 10 minutes. Je le sais, c'est pas ce qui est recommandé, mais je sais que je digérais déjà bien les autres gels de NAC, fait que j'ai voulu pousser la note. Résultat, aucun enjeu de digestion. Je te confirme que je suis pas habitué de gober 75 grammes de glucides en 10 minutes, mais ça a marché. Côté texture, c'est surprenant au début, je te dirais que ça se rapproche davantage de la purée, mais ça passe super bien, puis comme c'est pas trop liquide, ça finit pas par coller partout sur tes doigts puis dans ta poche de veste. Le gros plus pour moi, c'est le goût neutre des deux produits. La gamme Boost va venir compléter ce que je prends déjà dans la gamme Ultra Énergie en augmentant mes glucides par heure puis en réduisant le nombre de saveurs en bouche. Le drink mix Boost Énergie se dilue super bien, tellement que j'ai fait le test d'ajouter une scoop dans un 500 ml qui est déjà mixé avec 2 scoops de drink mix Ultra Énergie à la lime. Ça donne une gourde de 115 grammes de glucides, puis ça marche. La nutrition est la base de notre sport, NAC l'a compris en créant une gamme unique sur le marché. Puis comme c'est du NAC, tu sais que c'est éco-responsable puis que ça a été développé par le NAC Lab avec les meilleurs athlètes de notre sport. Va sur le NAC.com puis utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 233. Et oui, 233 avec des revenants, j'ose dire, parce que Marlène Côté, Vincent Champagne, vous êtes passé il y a environ 4 ans, 3 ans, pardon, environ 3 ans, à l'épisode 62. Re-bienvenue à Pas sorti du bois. Merci de Merci venir. de l'invitation. Je suis content de vous avoir ensemble. C'est drôle, hein, Marlène, t'étais venue à l'épisode numéro 2, t'avais lancé le podcast alors qu'il y a un dude qui t'écrit sur Facebook puis qui te dit « Salut, je lance un podcast, je sais pas si ça va marcher, mais si ça te tente, viens jaser de trail. » T'étais venu, puis garde, 230 quelques épisodes plus tard, on se retrouve et avec ton acolyte avec qui on avait parlé des rencontres du trail, qui est un colloque qui avait eu lieu à l'automne 2021. Donc, les temps ont bien changé depuis. Oui, et mon Dieu, c'était une autre époque, hein? Une autre époque, littéralement. Ça rappelle des souvenirs. Ouais, l'événement en soi était un beau souvenir, là, mais l'époque COVID n'en est pas une, mais... Oui, c'est ça, hein? Et c'était un autre contexte complètement. C'est drôle parce que récemment, j'ai participé au colloque Je cours Québec, le colloque Viens courir, qui a un peu repris une certaine balle, je crois, de ce que vous aviez créé en 2021 avec les rencontres du trail. Bon, ça fait longtemps tout ça. Ça avait été super intéressant en Zoom, à distance. Là, les temps ont changé. Maintenant, on peut se voir, mais on enregistre à distance vu nos localisations géographiques différentes. Vincent, t'es du côté de Montréal. Marlène, t'es du côté de la Rive-Sud? De De Lévis. Québec? De Lévis, de Québec, c'est ça. Ou, en tout cas, moi, je suis sur la rive nord de Lévis, c'est ça? Exactement, c'est ça. Exactement. Bien dit. Moi, je me considère comme une fille de Québec. Ben oui, c'est ça. Très content de vous revoir. À l'époque, on va commencer par présenter, mais j'allais partir dans le vif du sujet, hein, puis je me dis, on va quand même présenter qu'est-ce qu'on boit. C'est la tradition pas sortie du bois. Marlène Côté, est-ce que tu as un drink avec toi, un petit cocktail festif? Ben, écoute, depuis un an, je bois beaucoup moins d'alcool. Je suis plus modérée à ce niveau-là. Mais là, je me suis pris un petit peu trop dernière minute pour me trouver quelque chose pour l'épisode. Puis autour de chez moi, il y a
pas beaucoup d'épiceries, de dépanneurs très, très proches. Et puis, lui qui est en face de chez moi avait seulement de la bière avec de l'alcool dedans. Mais évidemment, je suis capable de faire des beaux compromis. Donc, aujourd'hui, j'ai pris ce que j'ai trouvé, là, qui avait de l'air sympathique. Donc, une Sainte-Ambroise de Montréal, je pense, une blonde à l'abricot. Donc, c'est excellent. Blonde à l'abricot, c'est très funky. Fait que je suis content de savoir que c'est pas sorti du bois qui t'a mis la pression de reboire de l'alcool. C'est le manque d'options au dépanneur du coin. Donc, je ne prends pas de blâme ici. non. Avec modération, j'en prends encore un peu, mais beaucoup moins là, qu'auparavant. Ben oui, je me rappelle la dernière fois qu'on avait couru ensemble, tu m'avais dit ça, que ça avait changé bien des choses pour toi. Je suis content de l'entendre. Félicitations. Merci. Toi, Vincent, de ton côté, je pense que toi aussi, t'es dans un mood sans alcool. Toi, t'es vraiment allé avec le moins d'alcool possible, c'est-à-dire de l'eau des tuyaux de Montréal? De l'eau, ouais, c'est ça, j'encourage l'économie locale, fait que je suis dans l'eau de Montréal, mais moi, tu sais, Yannick, ça fait depuis toujours, je bois vraiment presque pas d'alcool, tu sais, c'est très occasionnel, puis parfois, là, avec des amis, mais c'est vraiment très rare, tu sais, je pense que c'est peut-être une bière par mois maximum, là. Alors, ben, c'est comme mon habitude de vie, mais là, je suis dans un boc de Arikana. L'année en symbiose, est-ce que Marlène, tu te rappelles, c'était quelle année ça, l'année le slogan en symbiose? L'année précisément, c'est 2017? Pour vrai? Ah, bon, ça fait si longtemps? Quand même, c'est un boc historique. Ben, c'est parce qu'il y avait un thème à chaque année. Ben Puis oui, là, c'est c'était ça. le thème en symbiose. Puis j'en ai 3-4 des bocs d'Arikana comme ça qui sont restés Ouais, c'est dans le mes armoires. fun. Je tiens à dire que moi, c'est le seul truc dans lequel je bois de l'eau chez moi, c'est des bocs d'Arikana. Je sais pas, le côté pot maçon avec une anse, je sais pas, ça comble mon besoin de boire de l'eau, fait que je l'aime beaucoup, moi aussi, mon petit boc. C'est drôle, j'ai failli descendre avec la cuisine pour venir vous jaser, mais finalement, j'ai pris une bière de mon côté. Moi aussi, j'ai diminué la consommation de bière quand même. J'étais pas quelqu'un qui buvait tant que ça, mais j'ai diminué. Je sais pas pourquoi. Il y avait pas de résolution attachée à ça, mais je suis bien content des résultats et des effets. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, j'ai une XPA. C'est une nouvelle affaire de Noctem, mon partenaire. Qu'est-ce qu'une XPA? Moi-même, je le savais pas, mais je suis allé lire sur la canette et on me dit qu'une XPA, c'est une Extra Pale Ale, donc une IPA, mais avec une couleur très, très pâle. Donc voilà, je la coule pas dans un verre, fait qu'on saura pas à quel point elle est pâle. Je vous dis un cheers, mes amis, je suis content de vous voir. Ouais, merci. On est là pour parler d'un autre projet. C'est pas les Rencontres du Trail, mais c'est un autre projet qui vous unit. Mais avant qu'on entre là-dedans, je trouvais ça intéressant de voir que vous avez tous les deux, dans les dernières années, vécu une certaine transition de carrière parce que à l'époque où je vous ai reçu au podcast, je pense que comment les gens vous connaissent dans la communauté trail. Bon, ben, Marlène Côté, tu étais la directrice générale d'événements Arikana qui organise notamment l'Ultra Trail Arikana. Vincent Champagne, tu étais le co-rédacteur en chef, du magazine Distance Plus et de ses déclinaisons. On t'a vu aussi beaucoup animer lors d'événements, dont l'UTHC TV qui nous rejoignait, nous trois, avec une belle gang pendant quelques années dans un chalet à Arikana. Ce n'est plus des titres professionnels que vous arborez sur vos LinkedIn respectifs. Vous avez fait une transition de carrière dans les dernières années, puis ça s'est fait, je ne veux pas dire en parallèle, mais je trouve ça le fun de 3 ans après votre dernier passage, de pouvoir revenir un peu sur ça, parce que pour en avoir parlé notamment avec Marlène, quand on est allé courir, je pense que c'est l'automne dernier, ça t'a amené plein de belles choses, cette transition de carrière-là, puis on te connaissait beaucoup dans la communauté trail comme la fille d'Arikana. Maintenant, tu t'impliques de plein d'autres façons, puis je pense que les gens, tout comme moi, on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec toi, comment va la vie. Donc commençons avec toi, Marlène, vous allez voir, je vais passer la balle d'un côté et de l'autre de l'écran, mais Marlène, parle-nous de cette transition-là qui s'est amorcée avec ton départ d'Arikana il y a maintenant 1 an et demi. 1 an et demi, ouais, 1 an et demi exactement. Ouais. Ben écoute, ça va super bien, comme tu l'as dit. Ben ça allait bien aussi à Arikana. J'ai eu vraiment une belle époque. J'ai travaillé 7 ans là, aux événements Arikana, comme tu l'as dit, puis ça a été une belle période pour moi. Mais la pandémie a été quand même un peu intense pour moi, ben pour tout le monde, là, mais je l'ai vécu quand même intensément là, avec les événements Arikana. Disons que ça a créé une dose de stress assez importante en 2020-2021. Puis après ça, il est arrivé comme un gros engouement pour le trail. Puis nos événements ont beaucoup grossi rapidement. Je rentrerai pas dans les détails, mais au bout de 7 ans, j'ai comme ressenti un certain épuisement. Là. Puis aussi l'impression que j'avais fait le tour de la boucle de mon côté. J'avais l'impression que j'avais donné ce que j'avais à donner, j'avais apporté tout ce que je pouvais, puis que j'arrivais au bout là, de ma créativité, puis de mon énergie que j'avais apportée dans les événements Arikana. Mais je pensais partir un petit peu plus tard. Je m'imaginais déjà
quitté peut-être dans un horizon de 2 ans. Puis finalement, après l'édition 2023, qui était une grosse édition, tu sais, parce qu'après 2020, ça a été vraiment des grosses éditions 2021, 2022, 2023, puis il y a des événements qui se sont rajoutés aux événements Aricana aussi, parce qu'on voulait consolider l'équipe, puis on voulait se structurer à l'interne. Donc, il y avait comme plein de choses qui se passaient en même temps au sein de l'organisation. Fait que ça a été des grosses années exigeantes. Puis après l'édition 2023 de Aricana, on était très fiers du résultat. Là, ça a été une super belle édition. Puis j'ai comme eu le sentiment que je venais de traverser un fil d'arrivée, là. Tu sais, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Je me sentais pas l'envie de recommencer, de repartir pour une autre course. Parce que c'est comme un cycle, là. Dans toutes les organisations, on a comme des cycles. Fait que là, ça voulait dire que je recommençais un autre cycle dans 1 an à organiser les événements. Puis là, j'ai vu la fenêtre d'opportunité, pardon. Puis je me suis dit, ça serait le bon moment de partir maintenant, plutôt que de recommencer 1 an, puis de peut-être m'épuiser, de pas être aussi bonne que je voudrais, puis d'être déçue de moi. Fait que dans l'hésitation, j'ai pris la balle au bon, puis j'ai négocié mon départ avec l'équipe qui était là. Puis finalement, je suis vraiment contente. Je pense que ça a été une bonne chose. Là, mon instinct a bien parlé parce que l'organisation aussi avait besoin, je pense, d'une autre personne avec d'autres idées, avec d'autres talents, d'autres compétences que moi, tu sais, pour venir consolider des choses, puis venir structurer des éléments pour lesquels moi j'avais moins de force. Donc l'organisation avait comme besoin aussi d'une transition, je pense. Puis moi, j'avais aussi besoin d'autres choses pour venir m'animer, puis venir me motiver après avoir pris une petite pause aussi parce que j'avais besoin de me reposer. Là. Fait que depuis ce temps-là, ça va super bien. Ouais. Fait que là, t'es à ton compte, t'es impliqué sur une foule de projets. On t'a vu dans le sport, dans le trail, de différentes façons. Comment ça s'est présenté, ces opportunités-là? Parce que quand on est à la barre d'une organisation, quand on a un employeur, donc on n'est pas en développement des affaires nécessairement, en tout cas pas du moins pour ses propres mandats. Là, dans ce cas-ci, on quitte le Aricana, on prend un petit temps de pause. Comment on lance les affaires, puis comment ça s'est passé, ce moment où tu deviens travailleur autonome / entrepreneur / femme à tout faire? Oui, c'est une bonne question. Mais c'était pas prévu, en fait. C'était pas un plan pour moi. J'ai quitté Aricana, puis j'avais pas le temps de penser à l'après. Là. J'étais trop occupée avec les mandats que j'avais à terminer puis à clore avant de quitter. Donc, j'avais pas de plan, mais j'avais un petit temps de pause d'environ 2 mois là, pour penser à mes affaires, prendre du recul puis réfléchir à ce que je voulais faire après. Donc, je m'étais dit que j'allais prendre ce temps-là pour y réfléchir puis regarder un peu les postes, les emplois disponibles et tout ça. Mais tu sais, je suis quelqu'un qui a toujours un peu fait confiance à la vie. Là. Je suis peut-être un peu naïve, là, mais on dirait que, je sais pas, je fais confiance puis je suis mon instinct. Donc, je savais qu'il allait arriver quelque chose. Je savais pas quoi, mais j'allais suivre un peu le courant. Fait que, puis finalement, après quelques semaines... après 2 semaines de pause, finalement, après avoir fait le ménage dans ma maison, puis avoir... deux mois est devenu 2 semaines? Je comprends que 2 mois est devenu 2 semaines. Oui, 2 mois est devenu 2 semaines. Après 2 semaines, finalement, j'avais déjà le goût de recommencer à faire des projets. Fait que je me suis dit, je vais proposer à des amis s'ils n'ont pas besoin d'aide sur leur projet. Donc, j'ai lancé sur Facebook un petit appel à tous en disant, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide pour quelque chose... je suis là, tu sais. Puis, ça n'a pas été long qu'il y en a qui m'ont contacté. Puis, ça a commencé comme ça par des mandats ponctuels à gauche, à droite. Puis, c'était tellement le fun, notamment avec Canoë Atlas Expérience, une organisation dirigée par Julien Harvey, là, le directeur de course d'Aricana, qui m'a engagé pour un mandat de communication marketing, ou Sandrine Mathias pour le projet Ambitieux de Nature. Donc, j'ai commencé avec des projets comme ça, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment le fun. Que finalement, je pourrais peut-être en faire comme un emploi le temps que je me trouve d'autres choses, tu sais, pour pas me presser à trouver une job. Parce que des fois, dans la vie, on est comme pressé, on a une urgence parce que, financièrement, on a besoin d'avoir un salaire. Donc, je m'étais dit, financièrement, ça va me permettre de combler ce besoin-là le temps que je trouve quelque chose qui m'intéresse vraiment. Puis, finalement, j'ai arrêté de chercher complètement. Puis, maintenant, je roule sur mes mandats, mes projets. C'est super le fun. Ça a rempli un horaire, finalement. Oui, ça remplit l'horaire, tout à fait, ouais. En plus, en ajoutant ce qu'on va discuter un peu plus tard avec Trails in Motion. Ouais. Fait que c'est le fun de travailler avec d'autres organisations maintenant, puis pas juste dans le trail. C'est sûr que je travaille beaucoup avec le monde du trail parce que c'est des amis, c'est des gens que je connais, c'est quelque chose qui me passionne. Mais j'ai aussi travaillé avec des organisations un peu différentes. J'ai collaboré à l'organisation d'un colloque sur la petite enfance, admettons, où j'ai travaillé avec une chorégraphe à Montréal aussi. Mais c'est sûr que ma passion est vraiment autour du sport puis du trail. Fait que c'est vraiment le fun parce que de voir comment les autres travaillent, c'est enrichissant et pour moi et pour eux aussi, tu sais, de se partager des idées, de collaborer. Je trouve ça vraiment, vraiment super passionnant, là, très formateur. Très, très cool. Ouais.
Ben, félicitations pour cette transition-là. J'aime quand il n'y a pas de plan de match, on se laisse aller au vent, dans la direction où le vent pousse, puis finalement, on se retrouve avec un horaire bien chargé, impliqué sur une foule d'affaires. C'est très, très cool. Oui, c'est super. Puis moi, je suis content aussi parce que en tant qu'ambassadrice de Pas sorti du bois, une des premières invitées, tu as cogné à ma porte à quelques reprises pour des projets sur lesquels tu travaillais, qui c'est devenu des épisodes. Tu parles de Sandrine Mathias, si je me trompe pas. C'est toi qui m'avais mis en contact avec elle quand elle a lancé Ambition de Nature. J'en ai reparlé récemment dans un café du vendredi. Sandrine roule sa bosse depuis, mais c'est toi qui as fait « Hey, Yannick, ce sujet-là t'intéresserait-tu? » Ben oui, pourquoi pas. Il y en a eu d'autres aussi à travers le temps, d'autres qui s'en viennent aussi, on le sait. Fait que moi, je trouve ça le fun, cette belle collaboration-là. Fait que je t'en remercie. Vincent, de ton côté, cofondateur, co-rédacteur en chef avec la légende Nicolas Fréret chez Distance Plus. Il y a eu une transition aussi de ton côté d'un point de vue carrière. Aujourd'hui, tu es complètement ailleurs, mais en même temps, je regarde ce que tu fais, ce que tu sembles faire, puis on sent qu'il y a des vases communicants qui s'y connexent. Parle-nous de cette transition de carrière-là qui s'est opérée dans les dernières années. Oui, puis écoute, ce que je fais aujourd'hui est autre chose, mais complètement moi, là, tu sais, c'est même un retour aux racines, là, je dirais, mais je peux peut-être commencer par le début. C'est que, en fait, moi, j'ai travaillé 10 ans à Radio-Canada comme journaliste, puis pendant que j'étais à Radio-Canada, j'ai découvert le milieu du trail avec c'est Sébastien Côté, qui est devenu un très bon ami, qui est le fondateur et président du conseil d'administration de l'Ultra Trail des événements Aricana. Et puis, c'est comme ça que je suis rentré dans le bénévolat auprès d'Aricana, les communications, les réseaux sociaux. Mais tu sais, on remonte à 2015. À cette époque-là, ça fait longtemps, on avait organisé l'entrée d'Aricana dans l'Ultra Trail World Tour, qui n'existe plus, mais tu sais, on avait fait une grosse opération. Et honnêtement, je pense que j'étais arrivé au bon moment à cette époque-là pour aider Aricana, qui était quand même encore à ses débuts. Et puis, on a eu envie de passer à une autre étape avec Sébastien et aussi Stéphane Dumont. On a lancé Distance Plus, puis on est allé chercher Nicolas Fréret dans les premières semaines, là. Donc, il était là avec nous dès le départ. Et ce magazine-là, c'était supposé être un truc, le fun, qui nous occupait 1 heure ou 2 par semaine, mais c'est devenu très, très, très prenant parce que c'était tellement passionnant. On était vraiment, vraiment... je pense que ça répondait à un besoin de la communauté. Le trail émergeait, prenait de la croissance, devenait de plus en plus populaire. Il y avait des événements qui se fondaient. On a tout assisté à ça. On était dans les premiers pas de Mathieu Blanchard sur les sentiers. C'est tellement le fun d'avoir vécu ça. Et je pense que pour moi, ça correspondait aussi sur un plan personnel à un besoin, le besoin de mettre mes compétences dans un projet qui m'appartenait, là, tu sais, qui était un projet propre et non pas seulement travailler pour Radio-Canada, aller au travail, revenir, donc faire quelque chose dans lequel je mettais mon âme puis mon cœur et qui a eu comme effet aussi de me permettre de me créer une communauté. On sait que le milieu du trail, c'est tellement une communauté et j'ai rencontré des gens magnifiques comme Marlène et comme toi, Yannick. Et puis, ça a amené à tellement de beaux projets. À cette époque-là, Distance Plus au Québec a pris beaucoup d'ampleur et on était très sollicités pour participer à des podcasts, faire des animations. On a travaillé, toi et moi, ensemble sur l'UTHC TV, tu l'as mentionné tout à l'heure, qui était organisé par Nicolas Fréret, mais il y avait Carmen, il y avait Mireille Roberge, il y avait Marc-André Paillé. Avec nous autres, tu sais, c'est des moments qui seront toujours pour moi parmi les plus beaux de ma vie. Et après ça, en 2019, j'ai eu envie moi, j'appelle ça ma crise de la quarantaine avant l'heure. C'est que peut-être les gens qui sont passés par là peuvent me comprendre, là. C'est que j'ai eu envie d'autre chose dans ma vie et j'ai carrément démissionné de Radio-Canada. Mon objectif, c'était d'être un travailleur autonome, un peu comme ce que fait Marlène. C'était pas d'être à temps plein sur Distance Plus parce que je savais que ça ramenait pas beaucoup d'argent, mais un peu, comme un tout petit peu, là, pour payer nos frais, là, je te dirais. Et j'ai eu une subvention à ce moment-là en démarrage d'entreprise qui m'a amené à être à temps plein sur le magazine et / la pandémie est arrivée. Puis tout ce que Marlène a expliqué tout à l'heure, là, ben, on a tous vécu je sais pas, des impacts là, de cette pandémie sur notre psychologie personnelle. Puis moi, après
7 ans, parce que c'est drôle parce que je t'entendais, Marlène, dire que tu as travaillé 7 ans à Ricana et moi, j'ai travaillé 7 ans sur Distance Plus. Donc, je sais pas c'est quoi ce chiffre-là, mais j'ai eu le sentiment d'avoir un peu un burn-out, tu sais. D'avoir trop travaillé, de m'être trop investi corps et âme là-dedans, puis d'avoir perdu un peu mes soirs, mes week-ends, toujours être en train de travailler. Il y avait une fatigue, la fatigue de la pandémie, la fatigue d'un projet aussi qui, sur le plan des revenus, c'était difficile, fait qu'il fallait travailler. Bon, tu sais, les difficultés qu'on peut rencontrer dans un projet comme ça, quand c'est un projet passion, ben, c'est difficile là, de rester là-dedans. Alors, éventuellement, j'ai décidé de retourner sur le marché du travail. Puis j'ai fait, c'est drôle parce qu'on a des histoires similaires avec Marlène. Moi aussi, j'ai commencé à parler à des amis. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, dit, ah, j'ai vu un ami sur LinkedIn, il cherche chez Sidley, qui est une des plus grosses agences de marketing au Canada. Puis j'ai eu le poste comme spécialiste de contenu. Il cherchait quelqu'un qui avait un background de journaliste pour faire du contenu pour des clients. Puis j'ai eu un super beau mandat. J'ai vraiment aimé mon expérience. Et puis aussi travailler dans une agence, là, je peux te dire que c'est un méchant crash course, là, parce que travailler 1 an en agence, c'est comme faire 10 ans dans un autre business, peut-être. Là, c'est tellement de travail, d'exigences, alors, mais pour vrai, ça a été le fun. Et un jour, ben bon, je savais aussi que j'allais pas faire ma vie en agence, là, tu sais, je le savais, là, tu sais, instinctivement, là. Alors, je restais alerte, je regardais quand même des offres d'emploi. J'ai même songé retourner au travail autonome, mais j'ai vu passer l'offre d'emploi de directeur des communications et du marketing à l'Institut national de l'image et du son, l'INIS, qui est un centre de formation professionnelle en audiovisuel, cinéma, télévision. Et j'ai eu la job. Donc, ça va faire 3 ans là, dans quelques semaines. Là, ça va faire déjà 3 ans que je suis là. Mais je ne sais pas si tu sais ça, Yannick, mais moi, j'ai fait mes études en cinéma. Là. OK, Le cinéma, c'est un retour, c'est un full circle, oui. comme disent les Anglais. Moi, j'ai fait mon bac en cinéma à l'Université Concordia OK. au début des années 2000. Ma passion d'enfance, d'adolescence, c'est le cinéma. Quand j'avais 12, 13, 14 ans, j'enregistrais sur VHS les films qui jouaient à Télé-Québec, là, qui s'appelaient à l'époque Radio-Québec. C'était des films de répertoire, c'était des films de Scorsese, de Coppola, des films de même du début de l'histoire du cinéma. J'ai toujours été cinéphile. Et puis, j'ai fait l'INIS aussi. J'ai étudié dans cette école-là en 2006. Donc, je connais, c'est sûr que 2006, ça faisait très longtemps. Je n'étais pas resté si proche que ça non plus là, de l'INIS pendant toutes ces années-là, mais je connaissais quand même bien l'école pour y avoir été. Et voilà, c'est ce que je fais maintenant. C'est très cool. Je savais pas que tu étais d'abord cinéphile, mais que tu avais même étudié là-bas. Oui. Puis moi, c'est sûr qu'en te suivant, en voyant aussi je suis toujours curieux de voir ce que les amis, ce que les gens font. Puis je vois tout ce que vous créez autour de l'INIS que je connaissais pas. Je connaissais de nom, c'est tout. Puis j'ai vu récemment que Ariane Louis XVI est une de vos anciennes finissantes qui est en ce moment une réalisatrice au Québec qui fait des petits bijoux. Là. Son dernier film, on va faire pas au cinéma, mais Vampire humaniste, recherche suicidaire consentant, pardon. C'est un des meilleurs films québécois des dernières années. Ça vient d'une graduée de l'INIS. Ben, pas seulement Ariane Louis XVI, qui est la réalisatrice et co-scénariste, mais l'autre co-scénariste, qui est Christine Doyon, est une diplômée de l'INIS. Wow. Les 2 productrices, Lynn Sander-Guédé et Jeanne-Marie Poulain, sont des diplômés de l'INIS. Wow. Les 2 directrices de production sont des diplômés de l'INIS. La créatrice de costumes, le monteur, en tout cas, tout ce film-là, ce sont tous des gens qui se sont rencontrés à l'INIS, soit pendant leurs études ou dans des cocktails ou des parties par la suite, ou alors il y en a qui sont devenus des formateurs, formatrices de d'autres personnes qui ont rencontré comme étudiants. C'est malade. On nomme ces gens-là, mais il y en a tellement d'autres. En ce moment, je ne sais pas si tu connais Matthew Rankin, qui a fait le film Une langue universelle. Non. C'est un film, il y a 1 an, qui a remporté un prix au Festival de Cannes, qui était la sélection du Canada aux Oscars, qui ne s'est pas rendu aux Oscars, mais qui était la section du Canada et qui, en ce moment, est le film qui a le plus grand nombre de nominations au prix Écran canadien, qui est l'équivalent canadien des galas des cinémas. C'est un diplômé de l'INIS aussi. Alors, bref, c'est une super institution. Puis, moi, ce qui m'a attiré dans ce poste-là, c'est que ça combinait ma passion pour le cinéma, tu sais, c'est sûr. Et aussi, j'ai toujours eu un petit côté boss, là. J'ai des choses. Alors là, ben, tu sais, j'ai une confirme. Je peux dire que t'es un bon leader. Peut-être que c'est moins péjoratif que boss, mais t'es un très bon leader. Moi, les projets qu'on a collaboré ensemble, tu sais,
t'as une vision, puis on y va dans cette direction-là, puis on y va, tu fédères les gens autour de toi à y aller dans cette direction-là. Ça avait été cool, l'UTHC TV. Souvent, tu prenais le lead sur des affaires, puis je pense que t'as clairement cette fibre-là en toi de leader. Là. Ben voilà, fait que aujourd'hui, c'est ce que je fais, puis il y a des nouveaux projets qui s'ajoutent. Oui, c'est ça que j'allais dire. Toujours un peu relié avec ce qu'on vient de parler. En plus de ce qu'on vient de parler de vos transitions de carrière, de ces changements-là, vous avez toujours gardé un pied pas loin du trail de plein de façons, mais aussi comme coureur, comme athlète, comme randonneur. Dans les dernières années, vous avez fait des courses par étapes ensemble. On sait, Marlène, tu étais là à événement Ricana quand il y a eu ce tranche Charlevoix-là qui est né, puis vous êtes allé faire des courses, notamment à Sedona ensemble. Vous avez chacun participé au Coastal Challenge au Costa Rica dans des années différentes. Vous avez toujours gardé ce pied-là dans les sentiers comme coureur. Marlène, je me rappelle, tu venais tout juste de quitter Arikana, puis on courait, je pense, une longue sortie avec les Cute, puis tu me disais, là, enfin, j'ai mes projets de course qui peuvent être comme prioritaires, qui peuvent primer sur les projets de course d'Arikana en tant qu'organisatrice de course. Vous en avez fait plusieurs dans les dernières années. Vincent, tu as fait des longues randonnées. Tu as fait une tour du Mont-Blanc l'année où tu couvrais l'UTMB avec Distance Plus. Tu as fait en Suisse l'été dernier, la Via Alpina, c'est ça? Oui. Oui, ben, tu veux que je te raconte ça, là? Ben, j'aimerais ça que tu parles de ces longues randonnées-là, ces projets-là que tu as fait dans les dernières années. Oui, ben, écoute, la première fois que je suis allé à Chamonix pour couvrir l'UTMB, c'était en 2017, si je me trompe pas. C'était François Daen qui avait remporté, Kylian Jornet deuxième. Puis chez les femmes, oh mon Dieu, honte à moi, excuse-moi. 2017, je me rappelle pas. La course des hommes avait quand même beaucoup fait couler d'encre parce que c'était le podium le plus fou au monde avec Tim Tollefson en troisième. On essaie toujours quand même de nommer les femmes aussi. Là, ben, j'espère. Mais j'ai un blanc 2017. On va aller le voir. Continue ton histoire du Tour du Mont-Blanc puis je vais t'arriver quelque chose. Ce qui est le fun quand on va couvrir l'UTMB comme journaliste, c'est que l'organisation nous embarque dans des minibus. Il y a beaucoup de journalistes, donc il y a beaucoup de minibus, et on suit les athlètes comme ça tout autour du Mont-Blanc pendant 24 heures. C'était la première fois, moi, que j'allais dans les Alpes, puis j'avais halluciné, là. Vous êtes allés, hein, tous les deux, puis les gens qui nous écoutent, qui sont allés, c'est les plus beaux paysages peut-être au monde, là. Ben, enfin, tout le monde va dire qu'ils ont les plus beaux paysages au monde, là, mais... Cela, c'est vrai. Dans mon cœur à moi, je me sentais là, comme un gamin, là, je trouvais ça tellement beau. Puis je suis retourné l'année d'après, en 2018, donc je ne vais pas m'avancer à qui a gagné parce que je vais encore faire des oublis. Puis c'est sûr que l'envie de faire le tour du Mont-Blanc, tu l'as trouvé, la femme qui a remporté? C'est l'Espagnole Nuria Picasse. Nuria Picasse? Ouais. Ah ben tu vois, je m'en souviens même pas. Avec la Suisse Andrea Hauser qui est décédée aujourd'hui, lors d'un accident en montagne, mais qui avait fait 2 deuxièmes places 2 années consécutives. Ah ok, bon. Mais 2017, oui, exact. 2017, ça va être une grosse année. C'est une année qui a un parcours raccourci, si je me trompe pas. Oui. Et donc, ça m'a vraiment donné envie de faire le tour du Mont-Blanc en randonnée. Et l'occasion s'est présentée en 2022, où là, je suis retourné pour une 3e fois à Chamonix pour couvrir l'UTMB avec Nicolas Fréret, puis l'équipe de Distance Plus. Et avant d'arriver, donc j'ai organisé mes vacances là, tout en même temps. Je suis allé faire le 10 jours de randonnée autour du Mont-Blanc. Puis à mon arrivée à Chamonix, ben, c'était l'événement était, je pense que c'était le mercredi. Les grosses courses s'ébranlent le mercredi, jeudi, vendredi. Donc j'ai pu suivre l'événement à ce moment-là. Puis là, ben ensuite de ça, l'été d'après, j'ai pris des vacances au Québec. J'ai fait le tour de la Gaspésie en vélo. Mais retourner dans les Alpes me tentait vraiment. Et j'avais fait des recherches pour voir un autre parcours. Moi, ce que j'avais envie, c'était d'arriver dans une ville internationale là, depuis Montréal, faire un itinéraire puis repartir d'une autre ville, là, mais sans avoir à nécessairement faire une boucle ou à revenir chercher des bagages, tout ça. Et j'ai posé des questions sur des groupes de hiking, long hiking in Europe ou Alps, trekking the Alps, des trucs comme ça là, sur les réseaux sociaux. Et quelqu'un, à un moment donné, a dit « Pourquoi tu fais pas la Via Alpina en Suisse? » Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit peu de recherche. Je suis arrivé à Zurich et de Montréal, là, en avion. Et là, je suis allé au Liechtenstein. Moi, là, je voulais vraiment aller au Liechtenstein. Tu sais, on s'entend que la Via Alpina, la plupart des gens recommandent de pas la commencer là parce que le premier segment est pas super... Ben, c'est pas qu'il est pas beau, mais tu sais, tout est beau là-bas, mais c'est pas un incontournable, mettons. Mais moi, dans ma vie, je voulais aller au Liechtenstein. Et je suis allé au Liechtenstein et j'ai un étampe dans mon passeport. Ils n'ont pas de douane, rien, mais tu peux aller au bureau de tourisme puis faire étamper ton passeport.
Mais tu sais, savez-vous que du nord au sud, le Liechtenstein, en vélo, ça prend 1 heure et demie, là. C'est minuscule, là. C'est plus petit que l'île de Montréal, là. C'est incroyable, là. Et puis après ça, ben, c'est 3 semaines que j'ai traversé les Alpes jusqu'à Montreux. Montreux qui est sur le lac Léman. Mhm. C'est tellement, tellement, tellement formidable, là. J'avais justement sorti mon petit carnet pour me rappeler les kilométrages puis les dénivelés. Tu sais, ça variait entre 15 à 25 kilomètres de rando par jour. Puis les dénivelés, là, c'était 1500, puis ça allait jusqu'à 2000 dénivelés positifs par jour, là. C'est des bonnes journées, là. Oui, oui, c'est des journées. Bon, tu vois, les durées, c'était le 8h30, 7h, 6h50, 6h20. Il y en avait quelques plus courtes aussi, là. Puis là, ben, je commence à penser à l'été prochain. Ouais, prochain projet. L'Autriche. Oh! Ben, il paraît que c'est magnifique aussi. Ma soeur est allée dans ce coin-là. Puis, tu sais, les Alpes, hein, c'est un peu partout en Europe. On pense souvent aux Alpes françaises, Chamonix, ce secteur-là, ou les Alpes italiennes, mais il y a beaucoup plus que ça. Puis, l'Autriche, il paraît que c'est à couper le souffle. La région Tyrol, Mhm. tout ça, c'est Ouais. bien de regarder ça. Bon, intéressant. Toi, de ton côté, Marlène, ça a été beaucoup de courses en général. Vincent parlait de l'UTMB 2022. On y était sur la CCC. Puis, à voir ça, on aurait pu courir ensemble. On s'est pas croisés de la course. Puis, on a fini à genre 15 minutes l'un de l'autre. Mais blague à part, tu as fait beaucoup de courses par étapes. Red Rocks of Sedona, je voyais Coastal Challenge où tu as très, très bien fait. Je tiens à nommer le côté performance aussi dans tout ça. Tu as fait toute une performance là-bas. Tu as fait le Golden Ultra aussi. Tu étais à Moab Run the Rocks, mais il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Qu'est-ce qui t'attire de ces courses par étapes-là? Le défi de trail est différent. Toi, qu'est-ce qui te parle là-dedans? Ouais, non, j'ai vrai, j'adore les courses par étapes. T'as raison, bravo de l'avoir souligné, de l'avoir remarqué, parce que j'avais pas nécessairement moi-même fait le constat que je m'étais plus alignée vers ce format de course-là dans les dernières années, mais effectivement, j'en ai fait plusieurs depuis 2 ans. Il faut dire que j'adore ça. Mais qu'est-ce que j'aime dans les courses à étapes? Ben, en fait, ça fait plusieurs années que ce format de course-là me parlait. J'en avais entendu parler en 2015 la première fois. De la part d'une femme, là, Emmanuelle Dudon, là, qui est une très bonne coureuse, qui est une passionnée de course à étapes. Puis elle m'avait mis la puce à l'oreille à l'époque, et m'avait parlé des différentes courses qu'elle avait faites à travers le monde. Puis mais elle dit, il n'y en avait pas vraiment au Québec, ou il n'y en avait pas proche de chez nous. C'était compliqué, tu sais, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de jours, c'est un gros investissement en temps, en argent. Fait que j'avais jamais eu l'opportunité de le faire. Mais là, avec le lancement du Trans-Charlevoix au Québec, ça a comme donné un peu l'impulsion à ce que moi aussi, j'aie envie d'y goûter puis de comprendre ce que c'est, tu sais, pour être capable de l'organiser nous-mêmes au Québec. Puis depuis ce temps-là, là, j'en fais le plus possible, là. J'ai eu des belles opportunités, des belles occasions, fait que j'en profite. Mais ça a commencé avec la Trans Rockies au début, mais le format 3 jours, parce que je manquais un peu de temps, c'était la même année que la CCC, en 2022. Puis la Trans Rockies, c'est un événement normalement sur 6 jours. Dans les Rocheuses du Colorado. C'est la dernière édition cette année, malheureusement, là, pour ceux qui écoutent. Donc, et là, j'ai vu cette semaine que c'était complet, donc c'est plus possible d'y participer. Mais c'est une course légendaire là, de course à étapes. Puis j'ai vraiment eu la piqûre. Là. Pourquoi? Parce que c'est surtout les courses par étapes linéaires. Puis là, c'est là où est-ce qu'il y a une nuance intéressante à faire, c'est que une course à étapes linéaire, c'est vraiment différent d'une course à étapes où on court tous les jours, mais qu'on va dormir à l'hôtel chacun de notre bord, puis qu'il y a moins d'occasions de se réunir. Une course à étapes linéaire, c'est un peu comme le marathon des sables, là, pour que les gens puissent peut-être visualiser un petit peu plus parce qu'on en entend plus parler, mais c'est où est-ce que le campement suit les athlètes de jour en jour et donc il y a comme une aventure là, qui est vécue par tout le monde en même temps, de la même façon, avec les mêmes paramètres. Fait que ça fait en sorte qu'on se croise et pendant la course, et le matin, et le soir. Donc, sur plusieurs jours, on vit des choses intenses tous ensemble. Puis ça fait en sorte qu'on crée vraiment des liens avec les autres coureurs. On fait des super belles rencontres. Il y a quelque chose de fort qui se crée pendant ces moments-là. Puis moi, j'ai vraiment, vraiment trippé. J'ai vraiment adoré ça. Fait que voilà, donc la Trans Rockies là, que j'avais beaucoup aimé, puis après ça, j'en ai fait d'autres parce que cette gang-là qui organise le Trans Rockies en organise d'autres. Mais pas juste des courses à étapes linéaires, par contre. Il en organise aussi des courses à étapes, je sais pas comment les nommer, celles-là, là, mais des courses à étapes régulières, là, disons ça comme ça.
sur plusieurs jours, multi-jours, en tout cas. J'étais allée participer aussi à leur course Golden Ultra au BC, ça c'était l'automne passé. Vraiment génial. Mais là, le format est un peu différent, on se suit pas de jour en jour, mais on se croise quand même sur les parcours, puis un petit peu avant, après la course. Et on crée aussi des liens avec d'autres coureurs, mais c'est pas aussi intense. C'est pas la même vibe, là, quand même, mais c'est quand même super le fun parce que tant qu'à se déplacer ailleurs dans le monde, tant qu'à faire un voyage, ben, j'ai comme l'impression qu'on optimise un petit peu plus le déplacement. On voit plus de paysages, on voit plus de parcours, puis c'est pas mal tout le temps 2 jours aussi. Fait que tant qu'à faire une longue distance de 100, 160, où tu t'en fais la moitié la nuit, puis t'es complètement scrap à la fin, bon, ben là, tous les jours, tu fais un 30, 40, 45 kilomètres. Oui, c'est dur physiquement, mais t'as toute la soirée pour récupérer, te réalimenter, te réhydrater, puis repartir le lendemain. Fait que je trouve ça moins difficile sur le corps. Tu sais, puis en même temps, j'ai l'impression de voir plus de paysages, puis d'en profiter un petit peu plus. Fait que je trouve que ça fait un beau mix voyage-course, là, tu sais. Il y a un bel essor de ça au Québec qu'on voit en ce moment, notamment avec les courses de Jean-François Tappe. Ça fait longtemps qu'il fait le transpercé, mais là, il a rajouté d'autres distances. Fait que maintenant, tu as 4 distances de transpercé, donc 25, 50, 75, 100. Des fois, on se dit, bon, est-ce que je m'inscris à une course en Gaspésie? Je descends-tu à Percé en juin? Je fais-tu 8 heures de voiture pour me rendre là? Je vous le dis, ça vaut la peine, mais je comprends l'enjeu. Des fois, c'est loin. Mais tant qu'à se rendre, on peut bonifier la fin de semaine, faire du bénévolat, faire 3 jours de course, puis ça fait une super préparation pour d'autres projets. Tu te dis, je suis peut-être pas prêt pour faire un 100 km d'une shot. Peut-être que je pourrais le tester une première fois en faisant un 100 km sur 3 jours. Puis là, je voyais que Forillon, l'autre course de Jeff Tapp, va avoir 4 épreuves comme ça, 25, 50, 75, 100. On voit des gens aussi se créer leur propre course par étape à l'intérieur de des événements. À Ricana, on se rappelle la première année qu'il y a eu 2,42. On était une douzaine de personnes à faire les 2 courses de 42 km. Il y en a sur d'autres événements qui vont faire des enchaînements de courses. Il y a un essor pour ça. C'est un trip qui est complètement différent, qui permet peut-être d'aller jouer sur de la longue endurance que peuvent amener des 80, 100, 160 km sans faire un 80, 100, 160 km qui te taxe d'une manière assez brutale versus le faire avec des repos et des repas réguliers entre. Je dis pas que c'est plus facile, c'est un beat qui est peut-être un peu différent, mais il y a un bel essor pour ça. Puis toi, dans celle que tu as faite dans les dernières années, y en a-tu un coup de cœur? Si tu avais en recommandé une qui n'est pas la Trans Rockies vu qu'elle n'existera plus, s'il y a des gens qui écoutent puis ça pique leur curiosité, c'est quoi ton coup de cœur? Ben, c'est sûr que le Coastal Challenge, et là, j'ai mis le gilet d'ailleurs aujourd'hui, parce que c'est sûr que c'est une course incroyable. Tu sais, le Coastal Challenge, c'est une course de 6 jours au Costa Rica. Vincent y a participé l'année avant moi. Ben oui. Puis j'ai participé parce qu'on avait une collaboration, un partenariat avec le Trans-Charlevoix. Puis j'avais rencontré les organisateurs de la course au Trans-Rockies. Tu sais, tout est dans tout, là, tu sais. Puis en tout cas, on fait tout le temps des liens, là. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que tu rencontres des gens, puis ça t'amène ailleurs finalement. Fait que c'est toujours comme ça la vie, là, en tout cas pour moi. Fait que bref, ça m'a amené à participer à cette course-là, à laquelle j'aurais peut-être jamais participé sinon, parce que c'est ça, c'est une grosse course, c'est loin, tu sais, c'est un gros investissement, mais vraiment un gros coup de cœur. Tu sais, t'es dans la jungle du Costa Rica, c'est vraiment différent d'ici. Là, c'est dur physiquement, on court sur la plage, dans des conditions, la grosse chaleur, hein? Dans les montagnes aussi, là. Dans les montagnes, ah oui, c'est des parcours incroyables. Tu sais, tu vas à des endroits où est-ce que les touristes vont pas, là, c'est pas accessible. Ils inventent un parcours à travers la jungle. Là, tu sais, c'est même pas une vraie trail dans la vie. Là, tu sais, ils l'ont défaite à la machette la veille. Là, tu sais, fait que c'est quand même exceptionnel. Fait que j'ai vraiment trippé. Puis en plus, l'organisation était vraiment... Mais elle est, parce que c'est une course qui existe encore. Puis d'ailleurs, je la recommande vraiment beaucoup à ceux qui aimeraient y participer. Mais c'est super bien organisé. On mange bien, c'est sécuritaire, c'est bien balisé, c'est le fun, c'est festif. Ça, c'est le côté des courses à étapes aussi qui est le fun. On veut quand même s'amuser et avoir du plaisir dans la vie, là. Puis, tu sais, ces courses à étapes, tu sais, on en profite, on a du plaisir, puis c'est un petit peu festif. Donc, j'aime bien ça aussi. Toi, Vincent, tu as participé aussi, comme tu le disais, Marlène, l'année avant. Tu l'as couvert parce que tu nous faisais des reportages parce que c'est une année où on avait Marianne Hogan, Mathieu Blanchard qui était là. Il y avait aussi... Pardon? Joanie Daricana, c'est vrai, qui était là. C'était une grosse année, mais tu l'as aussi couru. Tu as fait les 6 jours d'épreuve, non? Oui, ben en fait, là, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 2 formats, le long et le court, puis moi, j'avais fait le format court, là. Mais moi, les formats courts, ça me convient parce que, tu sais, la première journée, j'avais fini 2e. Puis après ça, les 3 ou 4 journées suivantes, je finissais 3e tout le temps. Puis, non, ça a été... mais pour être honnête, j'ai pas couru la première journée parce que je faisais la couverture journalistique. OK.
Alors, c'est ce qui fait que je suis pas sur le podium. Mais sinon, ben, j'aurais été sur le podium. Mais c'est vrai que ce qui est le fun avec tout ce qu'a dit Marlène est vrai. Ce que je peux ajouter, c'est que l'organisation du Costa Rica Coastal Challenge, ils transportent le petit village de tentes au fur et à mesure. Donc, on part le matin très tôt, ça peut être 5h, 5h30 du matin, avant que le soleil se lève pour maximiser le temps passé à la fraîcheur. Puis eux, ils ferment le camp, ils ramassent les tentes, c'est des pop-up tents, là, des two-second tents, là. Puis ils s'en vont à l'autre village d'accueil, là. Et puis quand on arrive, le camp de tente est monté. Ils ont des cuisiniers, des cuisinières qui travaillent 20 heures sur 24. Quand tu arrives, il y a de la bouffe, tu es super bien pris en charge. Les parcours sont super le fun. Ouais, puis évidemment, ben, c'est la beauté magnifique de la jungle, de la mer. Tu sais, moi, j'ai vu des toucans, des aras. C'est magnifique. Oui, c'est ça, tu l'as bien souligné, Vincent, il y a plusieurs formats de course à étapes. Il y en a qui sont très Oui. clés en main. Tu sais, ils t'organisent toute la logistique, c'est simple, c'est pas compliqué, mais il y a des formats de course comme le marathon des sables, parce que là, tu sais, tu dois traîner ton matériel, là, où c'est une logistique qui est plus compliquée, c'est une préparation qui est plus difficile. Fait qu'il y a toutes sortes de courses par étapes dans le monde. Là, moi, je commence à m'initier à ça, mais j'ai l'impression que ça sera pas fini, mais c'est ça, c'est jamais exactement pareil. Ça dépend, j'imagine, des enjeux logistiques que l'organisation a aussi, ou de ce qu'ils sont capables d'offrir ou non, ou de l'expérience qu'ils veulent que les gens vivent, là. Fait que, Ouais, ou le type de défi qu'ils veulent lancer aux athlètes, ouais. parce que comme tu le disais, le marathon des sables, c'est quand même extrême de dire c'est 7 jours en comptant la dernière étape qui est comme symbolique, plus courte. Mais bref, c'est 7 jours. Il faut que tu traînes pendant 7 jours ta bouffe pour 7 jours. C'est ça. C'est Ouais. fou quand même, là, alors que je pense qu'un Coastal Challenge, il n'y a pas cette notion-là. C'est que tu pars avec sur toi ce que tu as besoin pour l'étape, tu sais. C'est ça. Il y avait beaucoup de, disons, il y avait des couples où soit l'homme ou soit la femme faisait la longue distance, puis l'homme ou la femme faisait la courte distance, tu sais, ça dépendamment de l'envie de chacun. Fait que ça fait un voyage dans le sud, là, tu sais, puis Ben oui. c'est avec une compétition sportive, là. Un autre genre de tout inclus, là. Ouais, c'est ça. C'est moins relaxant. Il y a moins de rum and coke, mais il y a peut-être plus de plaisir. Effectivement. Pour ceux qui aiment le sport, là. Oui, c'est ça, exact. C'est recommandé pour ceux qui aiment le sport. Mm. Avant qu'on passe au sujet principal de notre discussion, j'ai une question à la question qui tue, à tout le monde en parle. Il n'y aura pas l'effet musical, je vous rassure, mais j'ai une question qui tue, qui peut clore ce qu'on vient de jaser. La première question qui tue, musique. Marlène, toi qui as fait 7 ans d'Arikana, est-ce que tu vas courir une des épreuves d'Arikana un jour dans les prochaines années? C'est-tu un objectif d'aller courir ces parcours-là que tu as tant organisé? C'est une question facile, je suis contente. J'ai comme eu peur. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me demander? Ben oui, ben là, j'ai fait le 60 km l'année passée. En 2024, le fameux nouveau 60 kilos qui était réservé à une vingtaine de coureurs. Et puis j'ai tellement aimé ça, là, c'était tellement le fun, là, pour vrai, là, je le recommande. Là. Il ramène encore cette épreuve-là, mais je pense sous un format différent, c'est par tirage. Là. Je trouve vraiment l'idée excellente d'ailleurs. Mais le nouveau 60 est vraiment le fun parce que tu fais toute la première partie du 125 km qui est vraiment belle. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est très rare les courses de cette distance-là, autour de 50-60 km, qui se font en fin de journée, après-midi, soir, nuit. Et puis, souvent, les gens qui font ce genre de distance-là n'ont pas l'expérience de nuit ou n'ont pas l'occasion de la vivre. Et là, en partant en après-midi, juste après les coureurs de 125 km, ça fait en sorte que on court l'après-midi. Puis après ça, le début de soirée, on arrive au coucher de soleil au Morios. Donc, c'est l'expérience du 125 km aussi. Puis après ça, on a une portion de nuit là, jusqu'à l'arrivée. Et ça, c'est vraiment le fun parce qu'on le vit comme... On n'a pas cette occasion-là souvent quand on fait des moyennes... c'est des longues distances, mais tu sais, c'est quand on fait pas des 100-160 km. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça original puis le fun. Puis il y avait pas de chrono. Tu sais. Puis de faire une course, pas de chrono... Pour vrai, là, les organisateurs qui écoutent, là, il en faudrait plus, je pense. C'est parce que, tu sais, d'être dans un parcours qui est plus long, qui est encadré avec des ravitaillements, de la sécurité, mais que tu n'as pas le stress de devoir aller vite ou de performer, parce que mine de rien, quand tu as un chrono, tu as toujours envie quand même de te pousser. En tout cas, moi, j'ai de la misère à pas le faire, là.
Fait que là, de ne pas avoir ce stress-là, ça m'a comme vraiment détendu. J'en ai plus profité. Ben, quoi qu'au début, tu sais, évidemment, j'étais un petit peu excitée, fait que j'ai essayé d'aller un petit peu vite, mais à un moment donné, j'ai lâché prise, là. Là, Mais ça bon, part vite, hein, le premier 4 km, 3-4 km, c'est sur ouais, le c'est plat. À un ça. moment Donc, donné, bon, il y a des petits murs qui nous ralentissent. c'est ça, mais moi, je suis toujours un peu énervée en début de course, là. Mais là, comme il n'y avait pas officiellement de chrono, je suis restée avec mon amie Flora à Charlet. Ouais. Puis on a couru pas mal la totalité du parcours ensemble, puis on a pris, c'est vraiment le fun pour vrai, là, ça a été une belle expérience, fait que je le recommande vraiment beaucoup. Puis je recommande aussi aux organisateurs, c'est ça, de penser à peut-être avoir d'autres courses non chronométriques, tu sais, moins axées sur la performance, je trouve qu'il y a un potentiel là. En tout cas, moi, je vais m'inscrire, je vais être la première participante. Mais sinon, pour répondre à ta question, parce que là, j'ai fait un long détour, ben, c'est sûr que j'aimerais vraiment beaucoup participer éventuellement aux 125 km. Tu sais, je trouverais ça vraiment le fun. Puis en fait, l'année passée, c'est ça que j'aurais voulu faire, mais finalement, je n'étais pas prête, puis c'était trop de pression, puis non, tu sais, tant qu'à le faire, je veux que ça se passe bien, puis je veux Ouais. avoir du plaisir. Donc, je le sentais pas. Mon fameux instinct là, que je vous ai parlé tout à l'heure, là, quand je le sens pas, c'est aussi signe que c'est ça. Il faut pas que j'aille de l'avant. Fait que je me suis dit, je vais le reporter à l'année prochaine. Donc là, je l'ai encore dans la mire, le 125 km d'Aricana. C'est juste que là, je suis un peu blessée au pied. J'ai une fracture de stress en dessous du pied qui veut pas tout à fait guérir. Je suis pas inscrite officiellement, mais il est là dans la mire. Fait que peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Sinon, pour cette année, ça va être un autre parcours, peut-être le 42 de Saint-Siméon que j'aime beaucoup. Mhm. Ou je sais pas trop, là, mais c'est sûr que je vais être à Ricana encore cette année, là. J'adore ça. Mais j'aimerais ça faire le 125 pour comme boucler la boucle, tu sais. Est-ce J'aimerais que tu bien. l'avais fait avant de prendre la barre d'Aricana? Le Le 125 125. de Ricana, non, j'avais fait le 80, moi, Ok, c'est officiellement, en ça. 2014. À l'époque, en 2014, il n'y avait pas de 125 km. La plus Ok. longue distance, c'était 80. J'avais fait le 80. Ok. Puis après ça, ben, tous les parcours, je les ai faits comme par petits morceaux, mais Ouais, jamais d'un bout, là, tu sais. c'est ça. Fait que ouais, là, j'aimerais ça. Bon. Vincent, ta question qui tue, musique. Est-ce que tu lis encore Distance Plus? Est-ce que tu écoutes la bande à des plus? Oui. Ben, tu sais, Nicolas est toujours un ami très proche, là. Et c'est sûr que il publie moins d'articles là, sur le site web, mais oui, je les lis parce qu'en plus, tu sais, j'ai créé une alerte Google là, sur le mot Distance Plus là, quand Google recense Ouais. un nouveau, là, fait que je reçois toujours un courriel en plus de l'attraper sur les réseaux sociaux. Fait que c'est sûr que je lis toujours Nicolas. Puis le podcast aussi, tu sais, je l'ai beaucoup, beaucoup écouté là, dans les débuts, tout ça. Puis là, à un moment donné, un peu moins, parce que, tu sais, je te cacherai pas que j'ai quand même. Tu sais, je suis un peu moins impliqué dans le milieu du trail maintenant. Et puis aussi, le podcast est assez français, là, franco-français parfois. En toute amitié, Nicolas, si tu m'écoutes. Donc, des fois, ça parle de choses, de gens ou de courses que je connais pas, là. Mais, ouais. Alors, c'est ça, question malaisante un peu. Ben non, c'était pas l'objectif. Le but, c'était juste de boucler la boucle sur le sujet. On va parler de Trails in Motion. Avant, on va se prendre une petite pause pour un message d'un partenaire, puis on se retrouve de l'autre côté. Aujourd'hui, je te parle d'Altitude Sport, une entreprise canadienne basée à Montréal avec plus de 40 ans d'expérience dans le monde du plein air. Altitude Sport, c'est une boutique 100% en ligne qui offre les produits de plus de 400 marques, incluant toutes nos marques préférées en trail, Oka, On, Salomon, New Balance, Brooks, The North Face, Ciel, Coros, Garmin, puis je pourrais continuer comme ça pendant 1 heure. Le gros avantage d'Altitude Sport, c'est qu'ils font pas juste offrir de l'équipement de plein air, ils t'offrent le temps d'en profiter. Imagine, tu commandes en ligne, puis c'est livré le lendemain. Oui, t'as bien entendu, tu commandes, tu vas faire dodo, puis le lendemain, bang, c'est à ta porte. As-tu vraiment besoin d'une autre raison d'aller magasiner sur leur site? Ben non, mais je vais quand même t'en donner une autre. Utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir jusqu'à 20% de rabais sur ta première commande. Le lien et les conditions sont disponibles dans le descriptif de l'épisode aujourd'hui. De retour avec Marlène Côté et Vincent Champagne. On n'a pas encore touché le sujet pour lequel on était là, on est là. Trails in Motion, ça fait longtemps qu'on entend parler de Trails in Motion. Ça fait longtemps qu'il y a une tournée québécoise de Trails in Motion, ce festival de trail qui a des ramifications un peu partout dans le monde. Ça a été annoncé le 27 mars dernier que c'était 2 Québécois, 2 personnalités bien connues du monde du trail québécois qui reprenaient la tournée internationale, en l'occurrence vous deux. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Vincent, veux-tu nous décrire ce qu'est Trails in Motion? C'est quoi cette tournée-là pour quelqu'un qui écoute et qui n'a aucune idée de quoi on parle? Trails in Motion est nous on appelle ça un festival de films, mais
En vérité, c'est plus une projection de film. Donc, c'est une projection de film de trail. C'est une programmation qui contient 4, 5, 6, 7 films, dépendamment des années, qui sont sélectionnés pour, on va parler selon quels critères, là. Et ça permet de réunir la communauté dans différentes villes et villages, dans différents pays, que ce soit en début de saison ou en fin de saison, pour aller voir des belles histoires sur grand écran dans lesquelles il y a souvent des paysages magnifiques, des histoires inspirantes. Ça peut être des athlètes élites, ça peut être des personnes lambda, des gens comme vous et moi, mais qui ont quelque chose à raconter. Et le thème commun, c'est le trail running. Alors, ce sont des œuvres d'art, hein, ce sont des films souvent qui ont beaucoup de profondeur, de l'intelligence, de l'art, et ça fait des soirées mémorables. Ça fait des soirées festives, ça fait des soirées où non seulement on voit des films, mais on voit nos amis. Alors, c'est ça, Trails in Motion. C'est Hey, un c'est bon. condensé d'émotions, c'est un condensé d'histoires, c'est un condensé d'étoiles dans les yeux. C'est toujours le fun de découvrir des films qu'on n'a pas vu passer parce que on le sait, la communauté trail, pardon, est très passionnée. On voit venir les films, on se partage des films. Puis moi, je suis allé à peu près à toutes les éditions qui sont passées par Québec. Puis t'as toujours la crainte, c'est pas une crainte, mais d'arriver puis d'avoir vu sur YouTube, sur Vimeo, dans des lancements quelconques, le trois quarts des films, puis te dire, bon, je les revois, je suis content quand même, j'ai vu des amis, c'est parfait, c'est une belle soirée. Mais non, à chaque fois, on sort des sentiers battus. Le gros film de trail qui a été produit par Salomon, mettant en vedette François Daen, ben, c'est rare qu'il se retrouve là, dans le sens où il a sa propre visibilité, il a son propre rayonnement via les canaux qui sont très populeux de ces marques-là. On arrive avec des choses qui, comme tu le dis, vont mettre en valeur des histoires plus que des athlètes, puis parfois c'est des histoires de performance, parfois c'est des histoires pas du tout de performance. Je me rappelle d'un film marquant sur un coureur qui avait été un ancien élite, qui avait perdu sa jambe avec un boulder de roche qui lui était tombé sur la jambe et qui s'était remis à la course puis qui avait complété le Leadville 100 miles sur une jambe avec une prothèse. C'est ce genre d'histoire-là qu'on voit et plein d'autres. Marlene, tu étais impliquée avant même d'en devenir je sais pas c'est quoi votre terme, directeur, co-directeur, propriétaire. Avant de reprendre le truc, tu étais impliqué parce que Événement Aricana coordonnait tout le volet québécois de Trails in Motion. Parle-moi de comment vous avez amené Trails in Motion au Québec au tout début, puis ce qui a mené avec Événement Aricana jusqu'à aujourd'hui, le fait que vous le repreniez ensemble. Oui, mais en fait, ça a commencé même un peu avant. Moi, Trails in Motion, ça a commencé dans ma vie autour de 2013-2014. C'était la deuxième édition du festival qui est maintenant à sa 13e édition là, aujourd'hui. Ouais. Fait qu'en 2013, c'était la deuxième édition, je pense. Ou en tout cas, ils venaient de diffuser la bande-annonce annonçant la deuxième édition. Et puis là, ça circulait sur les médias sociaux. Et puis, moi, je l'ai vu passer la bande-annonce. Puis là, il disait qu'il recherchait des personnes pour organiser des projections dans leur région, dans leur pays, dans le monde. Alors, moi, ça m'a tout de suite allumé parce qu'à cette époque-là, en 2013-2014, le trail, c'était très émergent, c'était très peu connu au Québec. Il n'y avait pas encore de soirée de projection de films sur ce thème-là. Puis moi, j'ai vu une occasion de faire quelque chose pour promouvoir le sport ici au Québec. Donc, j'ai contacté le gars qui est derrière ça, qui s'appelle James Hallett, qui était le directeur des 13 dernières années, un gars super sympathique, soit dit en passant, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en personne lorsque je suis allée faire Cape Town en Afrique en 2019. Mais bon, bref, donc quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ça serait intéressant de faire une projection. Mais là, les films sont en anglais, sous-titrés en anglais. Et là, je me dis, je peux pas faire une soirée de projection de films en anglais au Québec. Là, ça marchera pas. Il faudrait que je les fasse sous-titrés en français. Et là, je m'informe des coûts, de la procédure pour faire ça. Puis, à l'époque, ça coûtait vraiment cher. C'était compliqué de faire sous-titrer des films. Là, aujourd'hui, c'est moins compliqué. Là, les technologies ont évolué, puis c'est beaucoup plus simple avec l'intelligence artificielle de faire des choses. Mais en 2013, c'était dispendieux là. Puis, c'était complexe. Donc, là, je me suis dit, je ferai pas une soirée de projection. Avec des films sous-titrés en français, je veux dire, ça va me coûter de l'argent de le faire, là, tu sais. Même si je voulais le faire bénévolement, c'est ça, il y avait comme des limites à vouloir s'impliquer, là. Fait que là, je me suis dit, à la rigueur, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est peut-être de se mettre à plusieurs. Donc là, j'ai vu l'opportunité de proposer à d'autres personnes, d'ailleurs, au Québec, de tenir eux autres aussi une projection, puis qu'on split les coûts de la traduction des films, tu sais. Fait que c'est comme ça que l'idée de la tournée québécoise est venue, en fait. C'est que plutôt que de faire chacun les choses dans son coin, unissons nos forces ensemble, puis optimisons la logistique, les frais, puis en même temps,
tout de suite, rapidement aussi, je me suis dit que ça va être une belle occasion de créer un momentum, de créer une synergie, de partager des outils de communication, puis de faire encore plus parler du trail au Québec, tu sais. Fait que j'ai lancé des perches à gauche, à droite, puis rapidement, Jean-François Tappe a embarqué, évidemment, Audrey Laroquette à Bromont, Benoît Talbot, qui était là depuis le début aussi. Donc, plein de leaders comme ça dans différentes villes du Québec ont embarqué. Puis dès la première année, je pense que la première édition, c'était en 2014 au Québec. C'est tout ça? En tout cas, j'ai comme un petit blanc 2014 ou 2015, mais donc les premières éditions de Trails in Motion, puis on avait déjà une quinzaine de projections dès la première année. Fait que on a commencé ça en force, puis ça a été vraiment le fun. Puis à Québec, la première année, on a fait ça au Cercle, sur la rue Saint-Joseph, un bar qui n'existe plus, je pense. Puis on a fait ça aussi dans une église. On avait tout barricadé les fenêtres. En tout cas, c'était génial. Fait que ça a été des premières éditions qui ont été des gros succès dès le début. Puis au début, on faisait ça bénévolement, on collectait des fonds, tous les profits étaient redonnés à Courir pour la vie, qui est une organisation qui œuvre pour la prévention du suicide, qui œuvrait parce que ça n'existe plus, Courir pour la vie. Donc les profits étaient redonnés à cette cause-là. Puis j'ai fait ça quelques années. Mais quand je suis arrivée chez Arikana en 2017, comme directrice générale, je me suis dit, ben là, il y a peut-être une opportunité d'intégrer ça dans ma job au quotidien, tu sais, puis parce que Arikana était déjà présentateur, en fait, au début, Arikana était partenaire, tu sais. Donc là, on a comme inversé les affaires, tu sais. Je leur ai dit, ça serait intéressant que ça devienne comme une activité des événements Arikana, puis là, c'est devenu officiellement un peu plus ma job. Donc là, c'était intéressant aussi pour moi, parce que, mine de rien, le bénévolat dans des organisations comme ça, quand ça grossit, des fois, ça prend des proportions, comme Vincent le disait, des fois, c'est ça, un peu intense. Donc, c'est le fun que ça grossisse puis que ça marche, mais c'est ça, des fois, ça tire un peu du jus. Fait que là, ça devenait une partie de ma job. Donc, ça, c'était le fun. Puis Arikana a organisé ça jusqu'à cette année, dans le fond, jusqu'en 2024. Puis là, il y a d'autres promoteurs qui sont venus, il y en a qui se sont rajoutés, il y a des villes, il y a eu des changements et tout, mais donc ça a été un super beau succès, puis on est super contents. Puis comment l'opportunité de le reprendre est arrivée? Parce que tu le disais, James Hallett a fondé ça en 2012 en Afrique du Sud. Ça a eu des ramifications un peu partout dans le monde. Ça l'a fait développer le trail, ça a contribué au développement du trail dans plusieurs marchés, pas juste au Québec. Mais comment cette opportunité-là s'est présentée, Vincent? Ah, c'est Marlène qui doit répondre à cette question. C'est vraiment par elle. Oui. La prochaine question sera, Vincent, comment Marlène t'a embarqué là-dedans? Première question, Marlène, comment l'opportunité s'est présentée de reprendre le flambeau de M. Hallett? Dès le début, il y a une belle relation qui s'est établie avec moi puis James parce que on a été rapidement la plus grosse tournée au monde. Il y avait beaucoup de projections ici et là, mais des tournées dans des régions, dans des pays, il n'y en avait pas beaucoup. Puis au Québec, on avait, avec notre vingtaine de projections à la fin, on était la plus grosse tournée dans le monde. Donc évidemment, il était bien impressionné par ça. Puis ça fait en sorte qu'on se parlait souvent aussi là, tout au long de l'année. Et là, on s'est rencontrés en personne aussi. Donc, il y a comme une amitié qui s'est créée avec James, un beau lien de confiance aussi. Et puis, quand il a su là, que je quittais Arikana, puis que j'étais à mon compte, puis il avait déjà lancé il avait comme laissé entendre dans les dernières années avec la pandémie qu'il était moins intéressé, qu'il voulait laisser aller son bébé. Mais pour vrai, moi, j'avais jamais pensé là, de faire ça, là, puis jamais j'aurais même eu l'idée d'y demander ou de penser qu'elle allait me proposer ça. Là. Mais avec la pandémie, lui, il a vraiment perdu beaucoup de motivation. Ça a été dur, il y a eu beaucoup moins de projections. C'est très axé sur le présentiel. Là, Puis il voulait pas aller vers le virtuel avec des projections en ligne, ou en tout cas pas trop. Il voulait vraiment que l'événement soit centré sur la mobilisation, la rencontre, le partage en personne. Donc évidemment, les 3 années de pandémie ont fait vraiment mal. Puis lui, ça l'a vraiment démotivé. Puis ça faisait quand même une dizaine d'années qu'il était là-dedans. Donc, il était déjà comme dans le mood d'essayer de vendre son entreprise. Puis quand il a vu que je quittais, il a pensé à moi, là, dans le fond. Là. Puis pour vrai, au début, des fois, je repense à ça, puis je me sens mal parce que j'ai même pas été enthousiaste, je pense, quand il me l'a proposé la première fois. Tu sais, j'ai tellement trouvé ça gros, là. Je trouvais que c'était des grosses chaussures à porter. Puis j'avais la misère à concevoir que je sois capable de faire ça. Fait que ça m'a comme au début plus stressé que d'autres choses. Mais en même temps, j'étais super émue, tu sais, qu'il me propose ce projet-là, puis ça me touchait. Mais pour vrai, j'ai beaucoup hésité avant de dire oui. Tu sais, j'ai réfléchi, puis j'avais comme de la misère à voir là, comment j'allais pouvoir le prendre parce que seule, je n'étais pas capable de m'imaginer faire ça seule, je pense. D'abord, c'est à l'international, il faut que tu sois parfaitement bilingue. Ça prend un réseau de contacts aussi à l'international. C'est quand même un gros projet qui peut prendre beaucoup de temps. Il y a des risques. J'étais vraiment pas sûre, là, tu sais.
Mais tu sais, ça fait déjà un an, là, c'est long, ces affaires-là, puis ces négociations-là, puis ces discussions. Donc, ça fait déjà un an qu'il me parlait de ça, James. Puis au début, je me disais, ça me prendra un partenaire, mais ça me prend quelqu'un avec qui travailler. Mais ma première idée, c'était de me trouver quelqu'un qui était vraiment complémentaire à moi, mais à l'extrême, là, tu sais. J'imaginais un anglophone ou une anglophone ailleurs dans le monde, dans une autre région, qui connaît un autre marché, qui est comme des compétences en marketing. Tu sais, vraiment, j'imaginais comme quelqu'un vraiment de loin de moi. Puis, bien évidemment, je la connais pas, cette personne-là. Là. J'avais aucune idée. Puis après ça, ben, mettons que je la trouve, là, la personne qu'on me réfère à elle, qui dit qu'on va arriver à bien travailler ensemble. Exact. Puis on va tellement être loin que finalement, on va avoir de la misère à se coordonner. Fait que, en tout cas, j'ai tourné en rond un petit peu dans ma tête pendant plusieurs mois. Puis, mais en même temps, j'avais dit à James que j'étais vraiment intéressée, puis je m'étais quand même engagée, là, tu sais. Mais en même temps, c'est ça, j'avais de la misère à avancer ce projet-là. Jusqu'au jour où, à un moment donné, cet automne, Vincent et moi, on s'écrivait de temps en temps parce qu'on est des amis dans la vie, puis on se donnait des nouvelles régulièrement. Puis Vincent va à chaque année à Trails in Motion depuis toujours. Et puis là, on parlait des films de Trails in Motion, puis il me parlait de son expérience à la soirée de l'automne dernier à Montréal. Puis là, j'étais en train de courir après avoir eu notre discussion, puis là, je me dis... Et Colin, il était là, tu sais, la personne idéale avec qui faire ce projet-là était dans ma face depuis le début. J'y pensais juste pas, mais tu sais, dans le fond, Vincent, pour vrai, c'est la personne parfaite pour partager ce projet-là avec moi, puis me compléter dans mes forces, mes faiblesses de ce projet-là. Fait que j'ai même pas hésité, là, j'ai pas réfléchi plus que 5 minutes, j'ai envoyé un texto tout de suite à Vincent, et mon instinct, il a popé, là. Il a dit, c'est Vincent qu'il faut qu'il embarque avec moi. Je l'ai texté tout de suite, j'ai dit, veux-tu me marier? Veux-tu m'épouser? J'ai un projet pour toi, embarques-tu? Aussi, Vincent, t'as pas hésité trop, il me semble, t'as répondu assez rapidement de manière... Moi, j'ai répondu avec des emojis. J'ai envoyé une emoji de la petite église, la petite bague, puis le petit couple de mariés. Puis j'ai écrit, il a dit oui! Non, mais c'est parce que, tu sais, Vincent, il réunit tous les éléments, là. C'est un entrepreneur, un gars de communication, c'est un fan de cinéma. On a déjà travaillé ensemble, on sait qu'on collabore bien ensemble. Oui, c'est ça, on a déjà eu l'expérience de travailler ensemble, fait que je connais ses forces, tu sais, puis je trouvais qu'on travaillait bien ensemble, on était très complémentaires. Donc voilà, donc là, depuis que Vincent a accepté, là, pour vrai, je suis super motivée, puis j'y crois vraiment, là, puis fait que là, bref, depuis ce temps-là, ça a déboulé, puis là, les choses se sont confirmées jusqu'au 27 mars, où on a fait la grande annonce. Fait que Vincent est venu enlever le stress ou l'anxiété que cette annonce-là te créait, en fait, cette transition-là t'amenait, là. Ouais, c'est ça. Mais j'aime ça travailler en équipe, hein. Puis depuis toujours, j'aime ça me trouver des alliés, des gens avec qui travailler. Fait que c'était naturel pour moi d'essayer de trouver la bonne personne ou les bonnes personnes avec qui travailler. Puis Vincent, vraiment, c'est la personne parfaite. Puis ça commence super bien. Ça fait déjà 5 mois à peu près, 4-5 mois qu'on travaille ensemble sur ce projet-là. Puis c'est super le fun. Ben, tu sais, c'est dur de dire non à Marlene quand elle te propose quelque chose parce que moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Marlene, là. C'est devenu une très bonne amie, mais aussi, je trouve que dans le travail, c'est une personne qui a des qualités de leadership, là, qui réussit à réunir les gens autour d'elle avec beaucoup de cœur, beaucoup d'âme, à créer quelque chose. Puis moi, j'allais à Ricana tous les ans depuis 2014-2015. C'était beaucoup à cause de Marlene, là, parce qu'elle réussissait à motiver, tu sais, comme toi aussi, Yannick, tu as participé à l'UTHC TV avec Nicolas Fréret puis toute la gang, mais tu sais, il y avait quelqu'un au-dessus de tout ça là, qui insufflait son âme. Et puis, beaucoup de vision. Ça, c'est important quand tu travailles avec quelqu'un de sentir qu'il y a une vision, une envie de faire quelque chose là, basé sur des valeurs, basé sur oui, c'est ça, des valeurs profondes. Ça me parle. Puis, comme j'ai mentionné quand on a fait un petit lancement, mais je disais ce que j'aimais aussi chez Marlène, c'est qu'elle est capable de douter. Puis ça, c'est important pour moi aussi. Elle exprime régulièrement des doutes, mais elle a quand même de la confiance par-dessus les doutes, là, tu sais, ou sous les doutes, je devrais dire. Et pour moi, c'est très humain, ça, et ça fait en sorte que c'est
un green flag, là, tu sais, c'est quelqu'un qui est capable justement de se remettre en question ou de te remettre en question. Alors, mais j'ai quand même fait mes devoirs, hein. Il faut dire qu'on a pris le temps, Marlène et moi, de jaser beaucoup. On a fait des analyses, là, parce que il y avait quand même des petits coûts à considérer. Puis, une chose que j'ai mentionnée à Marlène, c'est que je voulais pas nécessairement tomber dans un puits sans fond de bénévolat, tu sais, puis revivre un petit peu la surcharge de travail comme j'ai pu vivre par le passé, parce que j'en ai une job à temps plein en ce moment qui est très prenante, même là, je peux dire que la charge mentale est importante là, quand tu diriges une équipe puis que tu fais partie d'un comité de direction, d'une organisation, tout ça. Alors, je peux dire que j'avais pas besoin de ça vraiment, là, de ce projet-là. Par contre, ça tombait à point nommé dans ma vie parce que après avoir laissé les rênes de Distance Plus à Nicolas, on s'est désassocié. Nicolas a parti la compagnie en France, puis ça s'est à lui à 100% maintenant. Moi, j'ai pris le temps de me reposer, puis de retrouver mes soirées, mes week-ends, comme je disais, et sans avoir de responsabilité ou toujours quelque chose à faire là, pour le lendemain. Et quand j'ai passé à travers ce- je- c'est un peu fort de dire cette guérison, là. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais disons ce moment de repos-là, à un moment donné, j'ai senti que ah ben là, je recommençais à avoir envie de m'impliquer dans quelque chose, d'être utile, puis que ma vie soit pas juste ma job, tu sais, comme je reviens un peu à ce que je disais tantôt. C'est- Et à ce moment-là, je me suis questionné, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai visé des conseils d'administration. Je me suis dit, ah, pourquoi est-ce qu'un gars comme moi fait pas partie d'un conseil d'administration en ce moment? Tu sais, il me semble que je peux apporter quelque chose à une organisation. Et j'ai entamé des démarches avec l'INIS. On a beaucoup de partenaires. L'INIS est au cœur de l'industrie de l'audiovisuel. Donc, on a beaucoup de partenaires. Je veux dire, je parle à beaucoup de monde dans une année. Et puis, cette organisation-là en particulier cherchait quelqu'un, mais plus du côté du financement, quelqu'un qui pourrait amener donc, ça a pas fonctionné. Et puis, j'ai pas poursuivi mes démarches, mais là, Marlène est arrivée et dans ce projet-là, il y avait l'entrepreneuriat, il y avait le cinéma, il y avait le trail, il y avait la communauté. Et ça répondait aussi un peu à une culpabilité que j'avais d'avoir, je me disais, est-ce que j'ai abandonné ma gang? Tu sais, est-ce que j'ai arrêté d'être dans le milieu du trail? Je suis impliqué dans le club de trail de Montréal. Je fais partie des leaders là, pour les sorties de groupe, mais c'était comme ma seule implication. Et là, j'ai pris aussi une année de pause dans la course. Tu sais, je pense que le mot burn-out, là, maintenant que j'y pense, c'est peut-être plus vrai que ce que je pense, parce que l'année passée, j'ai fait aucune compétition de course, hein. J'avais besoin de prendre du recul. Mais pourtant, tu sais, des gens comme toi, Yannick, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Tu sais, on se voyait souvent sur les compétitions, puis toi et plein d'autres personnes. Et je trouve que là, ce projet-là me permet de remettre un pied dans la communauté, qui est une communauté que j'aime, dans laquelle j'ai beaucoup d'amis, amis et connaissances. Là, tu sais, c'est pas nécessairement des amis proches, là, mais des amis, tu sais, qu'on est heureux de se voir. Et voilà. Alors, c'est que du bonheur. Ça tombait à point. Oui, Ah, les arts se sont alignés encore une fois. C'est ça, exact. Qu'est-ce que ça implique de reprendre ce festival-là? Parce que on a beaucoup parlé, on connaît la tournée québécoise. Tu en as parlé, Marlène, c'est la tournée la plus importante dans un marché. Mais à l'échelle internationale, ça représente combien de projections? Puis vous, votre travail de co-directeur, de co-dirigeant de Trails in Motion, ça implique quoi? Est-ce que vous êtes impliqué jusque dans la sélection des films? Est-ce que vous travaillez avec des comités qui font ça? Parle-nous, Marlène, de ce que représente l'ampleur des prochains mois pour vous. Ouais. Ben, d'abord, pour comprendre le fonctionnement de Trails in Motion, c'est qu'il faut savoir que c'est, comme l'expliquait très bien Vincent tout à l'heure, là, c'est une programmation de films que les gens peuvent avoir clé en main pour organiser des soirées de projection dans leur région, dans leur pays. Donc, donc nous, notre travail essentiellement, c'est ben, dans un premier temps, d'être à l'affût des films, des meilleurs films de trail qui se produisent à travers le monde pendant une année, puis d'en faire une sélection pour une programmation très courte de 2 heures maximum. Donc, c'est vraiment pas beaucoup là, par rapport à la quantité de contenu qui est produit, mais en tout cas,
Bref, c'est de faire une bonne sélection qui est équilibrée, qui est intéressante, qui apporte de la nouveauté, qui va faire triper le monde, qui va les faire vivre des émotions, les faire rire, les faire pleurer. Donc, de trouver les perles, comme tu en parlais tout à l'heure, là, pour bâtir la meilleure programmation possible pour l'année en cours. Donc, on est passé par ce processus-là avec Vincent cette année. C'est nous qui avons fait la sélection des films pour 2025. C'était super intéressant. Ça a donné lieu à des belles discussions, des beaux échanges. Moi aussi, je suis une passionnée de cinéma, donc Vincent puis moi, on aime, on est vraiment, on tripe beaucoup là, à regarder des films puis à en discuter. Donc, ça a été vraiment super, un beau processus. Puis, donc, dans ça, c'est comme la première étape. T'sais. Après ça, ben, il y a tout de bâtir les outils autour de ça, de promotion, une communication marketing qui vont autour de ça. De créer ensuite les liens avec des promoteurs. On les appelle les promoteurs locaux, en tout cas les organisateurs locaux, des gens qui veulent organiser des projections, mais il faut entrer en relation avec eux, les trouver, leur expliquer comment ça fonctionne, les accompagner dans l'organisation de leurs projections pour que ça se passe bien d'un point de vue technique, logistique. Donc, il y a tout un processus aussi de communication puis d'accompagnement avec les promoteurs locaux. Grosso modo, c'est ça, puis la gestion globale d'une entreprise, là, au point de vue administratif, au point de vue, à tous les points de vue. Donc, grosso modo, c'est ça. Le nombre de projections, ben, c'est une bonne question parce que l'apogée de Trace in Motion, ça a vraiment été 2018-2019, juste avant la pandémie. Trace in Motion avait eu une grosse croissance. Puis avant la pandémie, en 2019, il y avait eu jusqu'à presque 200 projections. Puis après ça, c'est tombé mort 2 ans. Puis comme je le disais tout à l'heure, James était vraiment moins motivé, puis il était rendu ailleurs dans sa vie, il a déménagé dans un autre pays avec ses enfants. Donc, tu sais, il était vraiment ailleurs, puis il a vraiment mis beaucoup moins d'énergie, moins de cœur pour relancer tout ça. Fait que il y a comme eu un creux. Tu sais, on se le cachera pas dans les dernières années. Puis là, dans le fond, nous, on arrive au bon moment où est-ce que l'entreprise a beaucoup de potentiel puis a besoin d'une énergie nouvelle. Donc, nous, notre ambition, là, il y a plus de 200 projections par année maintenant. On espère y revenir. On est bien ambitieux, moi puis Vincent, donc on a plein de projets, plein d'idées pour le futur. Pour l'instant, on vise peut-être plus proche d'une centaine de projections pour 2025. Ce sera notre objectif avec les différentes tournées. Donc, cette année, par exemple, on a une grosse tournée en Angleterre, Irlande qui s'en vient avec une vingtaine de projections là-bas. Il y a des projections au Japon, aux États-Unis, au Canada qui s'en viennent, en Afrique du Sud. Donc, plusieurs pays, là, en Allemagne aussi, qui ont confirmé des projections. Donc, on voit qu'il y a déjà un engouement. Mais nous, notre travail, c'est ça, c'est de faire revivre là, le festival, le faire connaître de nouveau ou pour la première fois dans des nouvelles régions dans le monde. Puis, donc, c'est ça qui est le fun, parce que c'est très humain, là, c'est de rentrer en contact avec des gens. Moi, c'est ça aussi qui m'anime, là, tu sais, de rencontrer des leaders de trail un peu partout, éventuellement peut-être les rencontrer en personne un jour, tu sais, fait que c'est ça, mais c'est super excitant. Mais nécessairement, c'est de rencontrer des communautés trail ailleurs. On sait, c'est le même sport, mais dans chaque marché, dans chaque région du monde, ça peut se vivre de manière différente. Ça doit être le fun de côtoyer justement ces promoteurs-là que vous avez en Angleterre, puis en Allemagne, puis de voir les gens de trail là-bas. Sont-ils comme ici? En Angleterre, il y a un promoteur, Jay, qui est vraiment motivé, là, c'est fou. On l'a rencontré en Zoom comme ça. Puis écoute, aujourd'hui, il nous a envoyé, on fait faire une bière par une microbrasserie là-bas avec puis là, il nous a envoyé l'étiquette avec le logo de Trails in Motion. Tu l'as-tu vu, Marlène? Oui, Il nous oui, l'a envoyé tantôt. C'est vraiment le fun. Le gars, c'est vraiment un personnage. Il, il nous pose tout le temps plein de questions. Puis, tu sais, il est funny, là. Fait que c'est le fun de rencontrer des gens comme ça. Puis là aussi, au niveau, ben, peut-être Marlène, tu sais, au Canada, là, je ne sais pas si tu veux parler des gens qui commencent à organiser des tours. Tu sais, il y a des liens avec des gens que Marlène, et puis certains que moi aussi je connais, mais que Marlène a connus par le passé, entre autres avec Arikana, qui là, il y a des reprises de contact là, pour un autre contexte, c'est le fun. Mm. Ouais, c'est super. Nécessairement, quand on reprend une entreprise, on part avec ce qui est là, on part avec ce qui s'est fait dans le passé, avec des beaux succès. Je suppose que vous voulez y mettre du vôtre aussi. Il y a une ambition de l'amener quelque part en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez révéler? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur ça va être quoi le festival dans les prochaines années? C'est quoi que vous avez comme vision? Ben, moi, déjà, ce que je peux dire, c'est que dans le fond, avec la tournée québécoise, on avait négocié avec James à l'époque de toujours pouvoir avoir un film québécois en marge de la programmation officielle. Puis on était pas mal la seule région dans le monde qui faisait ça. Puis moi, j'y tenais parce que
il y a toujours du bon contenu qui se créait au Québec à chaque année, mais qui n'était pas capable de percer jusqu'à l'international, mais qui méritait d'avoir une plus grande visibilité, puis qui était assez de qualité pour être projeté dans le cadre de la tournée Trees in Motion. Donc, il y avait donc on a rajouté ce film-là qui était plus local, puis qui parlait un peu plus aux gens ou du Québec. Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est permettre ça à tout le monde maintenant. Okay. C'est-à-dire, partout dans le monde, si tu veux rajouter un film, là, il y a des critères là, de durée, puis nous autres aussi, il faut qu'on approuve le film. Là, il va falloir qu'on l'accepte pour être sûr qu'il y ait quand même un minimum de qualité. On est assez quand même pointués là-dessus, moi puis Vincent. Mais bref, les gens qui vont vouloir rajouter un contenu de chez eux, de leur pays, de leur province, de leur nation, vont pouvoir le faire. Puis ça, je pense que ça va être vraiment un beau plus, pour que ça soit encore plus personnalisé. Puis ça permet aussi, par exemple, d'avoir des invités qui viennent sur place faire des Q&A, des questions-réponses, des entrevues. Tu sais, ça rajoute quelque chose de plus qui est pas juste écouter des films tout le monde ensemble, mais qui peut rajouter à l'expérience de la projection de film. Fait que ça, on veut le développer plus. Parce que même si c'est ça, c'est vraiment pas comme on veut écouter des films en ligne. Il y en a qui nous disent ça, des fois ils disent c'est quoi l'intérêt de faire des projections de films quand on peut écouter plein de films maintenant en ligne tout le temps, il y a plein de beaux contenus. Mais c'est pas pareil, tu sais, là, l'idée c'est de le partager avec d'autres, de pouvoir en discuter, de pouvoir rencontrer sur grand écran avec un super son, des belles images, une belle qualité audiovisuelle. Ça fait quand même la différence. Puis d'avoir aussi des opportunités de réseautage avant puis après. Puis c'est ça, c'est comme, en fait, c'est le même débat, ou pas débat, mais tu sais, même discussion par rapport à écouter un film à la maison puis aller au cinéma. Tu sais, les cinémas existent encore, puis j'ose espérer qu'ils vont continuer à exister encore longtemps parce qu'on aime ça aller au cinéma pour à peu près les mêmes raisons aussi, même si c'est pas nécessairement pour rencontrer des gens, mais pour vivre l'expérience du cinéma puis manger du popcorn. J'entendais un cinéaste, je me rappelle pas qui, un cinéaste américain qui disait, tu sais, je comprends l'attrait de Netflix puis d'Apple puis les investissements qui se font puis c'est correct, ça démocratise peut-être ou ça l'amène le cinéma vers des gens qui peut-être n'ont pas accès dans des régions plus éloignées à des cinémas, mais il disait quand on fait des films, on le pense pas pour votre TV 60 pouces dans votre salon que vous pouvez faire pause puis aller aux toilettes pendant. Ouais. On le pense pour vous amener dans un monde puis créer une expérience puis il y a rien comme le vivre en vrai. T'sais, c'est comme écouter une captation d'un concert, d'une pièce de théâtre. C'est bien pour l'aspect historique de se dire OK, c'est ça qui s'est fait à l'époque puis je suis content de le voir, de pouvoir y avoir accès même si j'ai pas pu assister au spectacle, mais c'est le 10% de l'expérience totale d'être dans une salle de théâtre, une salle de cinéma puis de le vivre. Puis comme tu le dis, comme vous l'avez mentionné, Trails in Motion, c'est un peu comme, tu sais, la Racine d'or, Marlène, quand on a ramené ça récemment, l'objectif, c'était pas tant la remise de prix, plus que de créer un événement de la communauté trail hors saison, tu sais, parce que maintenant, on se voit à chaque 2-3 semaines dans des événements trail, puis là, maintenant, on se voit plus pantoute, la Racine d'or arrive en plein milieu de l'hiver, mais Trails in Motion, c'est toujours ça aussi. Tu sais, quand ça a lieu à Québec, tu revois du monde que tu n'as pas vu depuis 4 mois, puis tu es comme, OK, cool, il y a tout ça qui se passe, puis ça doit être ça qui se passe dans chacun des marchés. Là. Puis on ne se reconnaît pas parce qu'on est habillé, on est propre, puis on n'a pas de boîte d'en face, fait que des fois, on ne se reconnaît même pas. Donc, c'est le fun de se voir aussi dans un autre contexte plus relax. Moi, une chose que j'aimerais ramener à Montréal, parce que là, moi, on se split un peu la job, Marlène et moi, là, même si on travaille toujours en duo, mais je vais être un peu plus responsable de la projection à Montréal. Et puis, j'aimerais ça inviter les gens dans un bar ou après l'événement, tu sais. Ben oui. Ça se faisait un peu spontanément, là, autrefois, mais autrefois, jusqu'à l'année passée, mais de le formaliser peut-être un peu plus. Tu sais, c'est pas une promesse qu'on va le faire nécessairement parce qu'on n'est pas encore rendu à l'organiser, mais c'est une intention, là, tu sais, j'aimerais ça faire ça. Puis, by the way, le cinéaste dont tu parles, c'est Denis Villeneuve. C'est lui qui disait, ça comptait ça? C'est ça, exact. Mais c'était une entrevue en anglais que je me rappelais, que j'ai vu il y a quelques semaines, quelques mois, mais ça devait être ça, exact. Denis Villeneuve avec son magnifique anglais qui donne de la saveur québécoise, qui donne notre son à nous. Tu sais, quand t'entends une entrevue dans un gros média américain, puis c'est Denis Villeneuve qui parle Yes, I really like doing that movie. C'est que c'est le fun, pareil. C'est nous autres, ça. C'est nous autres qui est là. Oui. Parce que le premier Dune est sorti post-pandémie. Ouais. Donc, je sais pas je me souviens plus de la compagnie de production, mais ils voulaient sortir en ligne. Oui. Et puis, Denis Villeneuve a fait une montée de lait. Puis, c'est ça, OK. C'est ça qu'on... Et parlant de chauvinisme québécois, moi, quand j'ai vu cette annonce-là, d'une part, j'étais très content pour vous deux parce que je me disais Trails in Motion est en excellente main, mais
le trail québécois, on fait notre chemin à l'international de plein de façons dans les dernières années. On a vu des marques québécoises comme des NAC, des Norda sortir du Québec, puis ça vient d'ici, c'est créé par des gens d'ici, puis maintenant c'est rendu partout dans le monde. On a vu des athlètes québécois être parmi les meilleurs au monde, une Marianne Hogan. Moi, je rajoute Mathieu là-dedans. C'est ici qui a commencé. Il y a un peu de nous là-dedans, nous étant le trail québécois. Puis là, je voyais, OK, encore une fois, il y a quelque chose de spécial qui se passe ici. C'est peut-être de la naïveté ou du chauvinisme, mais je pense qu'il y a de quoi de spécial dans l'eau du Québec qui fait que quand on embarque dans quelque chose, on embarque à fond. Puis Trails in Motion, c'était cool ce qui se passe au Québec, mais là, que ça soit repris par des gens de notre communauté, ça va amener de quoi de le fun à l'international. Fait que je vous félicite. Je suis content pour vous. Je suis content pour Trails in Motion. Hey, merci, c'est gentil. On est on est au début, on est dans les premières étapes. C'est sûr que Marlène l'a dit, là, raconter l'histoire, comment ça s'est passé, mais ça fait quelques mois seulement là, qu'on s'est mis là-dessus. Donc, les premières étapes ont vraiment été de sélectionner les films. Et là, on a fait notre lancement officiel depuis peu. Et c'est maintenant qu'on rentre vraiment un petit peu plus là, dans reconstruire ce réseau à l'international, puis recontacter les gens qui ont déjà fait des projections par le passé, les remotiver, en trouver des nouveaux. Puis, tu sais, Marlène et moi, tous les deux, on connaît plein de monde, là, des amis Facebook là, à l'international. Mais je pense que c'est un message aussi qu'on veut lancer un petit peu, c'est que si les gens qui nous écoutent ont des contacts privilégiés avec des gens aux États-Unis, en France, dans n'importe quel pays, ben ça peut être une idée de nous mettre en contact pour voir si les gens seraient prêts à accueillir une projection de Trails in Motion chez eux. Parce que c'est par les contacts d'amis là, qu'on va avoir plus de facilité à établir la confiance, la relation, puis à se présenter. Donc, n'hésitez pas à nous poker sur les réseaux sociaux ou sur... vous savez comment nous rejoindre, là. Ben, puis je sais qu'il y a des auditeurs, des auditrices qui sont soit des Québécois, des francophones qui vivent à l'international. Je pense à une Isabelle Bédard que j'ai reçue au podcast qui vit en Asie. Il y a une Québécoise aussi qui m'écrit qui vit en Europe. Je ne veux pas nommer n'importe quel pays. J'ai un blanc. Ça doit être Croatie. Genre. Mais bref, je sais qu'il y a des Québécois d'un peu partout. Fait que si vous entendez ça puis vous dites, hey, moi, je ferais bien 3 projections dans mon patelin quelque part dans le monde. Let's go. Écrivez à Marlène, écrivez à Vincent. C'est une façon de montrer son... Oh, excuse-moi, Vincent. Ben non, mais j'allais dire très bonne idée. Puis utiliser le code promo pas sorti du bois. Puis, vous allez avoir un film gratuit. Non, non, mais sans blague, c'est vrai. Là, contactez-nous si vous voulez organiser une tournée de Trails in Motion ou juste une projection. Puis vraiment, on va vous répondre rapidement. C'est une belle façon de démontrer son leadership, de rassembler la communauté, de les inspirer. Puis puis c'est aussi une belle façon aussi de collecter des fonds, pas beaucoup, mais c'est un peu de fonds. C'est sûr, ça dépend de la grosseur de la projection puis le nombre de personnes qui participent, mais il y en a qui s'en servent aussi pour collecter des fonds pour une cause ou pour des athlètes de leur région ou pour leur club. Donc, tu sais, il y a plein d'avantages à s'impliquer avec Trails in Motion. On va pouvoir tout vous expliquer ça si les gens nous contactent. Puis, on parle aussi aux Québécois parce que oui, il y a une tournée québécoise, mais on va pas dans toutes les villes encore. Donc, s'il y a même des gens au Québec qui ont envie d'amener Trails in Motion dans leur ville, dans leur communauté, il y a encore de la place pour faire grossir la tournée québécoise. Donc, c'est une possibilité. Puis l'autre chose aussi, un dernier rappel à tous, c'est qu'on est à l'affût des films de trail, donc ou de ceux qui s'en viennent. L'idéal, en fait, c'est d'être au courant des films qui sont en train de se faire, qui vont être vraiment nouveaux, puis exclusifs peut-être, avec lesquels on va pouvoir négocier une certaine exclusivité pour l'édition 2026. Fait que si vous connaissez des réalisateurs, vous savez que des films sont en train de se faire, ben n'hésitez pas à nous en parler, puis qu'on puisse déjà être mis en relation avec ces personnes-là. Ça pourrait devenir un film de la prochaine édition. On ne sait jamais. Oui, parce que c'est vrai, l'exclusivité dont parle Marlène, c'est sûr que c'est une intention qu'on a, puis on va essayer de pousser ça comme une priorité, mais d'avoir des films qui sont pas sur YouTube ou sur Vimeo, ou, tu sais, qui sont pas vus avant que la tournée se termine, mettons, là. Et donc, cette année, ben là, on peut peut-être le dire, Marlène, on a un film canadien, un film québéco-canadien, qui, justement, ne sera pas vu par personne là, sur les réseaux sociaux. Marlène, t'es bonne là, pour présenter ce film-là, je te laisse le faire. Ben oui, c'est un excellent film, en fait, qui a été produit par Nicolas Mithieu puis Anthony Cloutier. Qui avait fait le film aussi À bout de souffle, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, le titre du film, j'ai un petit doute, mais en fait, un autre film qui avait fait la tournée québécoise de Trails in Motion il y a quelques années. Puis, dans le fond, le film, c'est sur une athlète du BC, de la Colombie-Britannique, qui s'appelle Morgane Leroy.
Super inspirante, la fille, vraiment une bonne communicatrice qui a vécu des choses difficiles. On l'apprend là tout au long du film, donc je rentrerai pas dans le détail, mais qui parle de sa passion pour le trail et qui vient faire le Québec Méga Trail comme un de ses gros défis de l'année. Et puis, on la suit à travers son cheminement avec des entrevues, mais c'est vraiment une belle histoire. Puis, une fille qui communique vraiment bien sa passion pour le trail. Puis le film est très bien fait, bien monté, bien structuré, avec des belles images. C'est vraiment, ça a été un coup de cœur pour nous. Puis on est content d'avoir un film québécois-canadien dans la programmation internationale. Je me demande si c'est pas la première fois qu'on a un film Non, québécois. l'année passée, il y avait le film Ah oui, t'as raison, oui, de c'est vrai. William Théberge. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Euh, La deuxième fois. La deuxième fois, C'est comme quoi quoi, le tour? le Québec, comme tu le disais tout à l'heure, Yannick, est vraiment fort, Ah oui. vraiment ambitieux aussi, je pense. Puis, tu veux qu'on te parle des films qu'on présente ou Ben, j'espère. Moi, je pensais partager le trailer que vous avez lancé récemment pour teaser les gens. Mais oui, parlez-nous des films. C'est quoi vos coups de cœur de ce qui s'en vient pour OK. 2025? Ben, il y a un film très court qui dure 5 minutes qui s'appelle Talk to Frank. Puis le personnage principal, c'est un chien qui fait... et il fait une sortie de course avec son maître dans les Alpes. C'est un film britannique. Et d'ailleurs, il s'est tourné dans les Alpes, mais c'est britannique. Puis ils ont un accent aussi qui est très Ah, britannique. Et très qui est fort. très intéressant. Non, mais il faut jamais juger les accents, là, parce que tous les accents sont beaux. Alors, je veux juste dire que c'est intéressant d'avoir un bel accent britannique comme ça. Et puis, le chien partage un petit peu la philosophie de son maître, là, donc ça, c'est intéressant. Et puis, comme il est très court, il y a un peu d'humour aussi. C'est un bon kicker, là, tu sais, il part bien la projection. Ouais. Intéressant. Non. Marlène, as-tu un coup de cœur? As-tu un film à part celui d'Anthony Cloutier dont tu as parlé, puis celui du chien? Oui, ben, un autre coup de cœur, c'est le film Junko. C'est l'histoire d'une japonaise là, qui a émigré aux États-Unis il y a un certain temps déjà, mais qui a développé suite à 2 cancers, puis les épreuves de l'immigration, d'intégration aux États-Unis. À un certain âge, je pense dépassé 50 ans, elle a eu le goût de vivre ses rêves, puis de passer à l'action, puis de vivre intensément. Et elle s'est donné le défi de faire le Leadville 160 km, alors que c'était sa plus grosse distance à vie. Puis elle l'a fait une première fois, elle a adoré ça, elle a réussi à le faire. Puis depuis, elle l'a réalisé comme une bonne dizaine de fois, Oh, là, si je me OK. souviens bien. Puis elle est devenue carrément une mobilisatrice puis une leader dans sa communauté qui inspire les gens autour d'elle parce que c'est un défi qui est immense. Puis elle a commencé à un âge assez tardif à faire de l'ultra-trail. Et c'est vraiment un bon film aussi. C'est super touchant. C'est vraiment bien fait. Une belle histoire. Vraiment, moi, c'est mon coup de cœur de cette année. Puis tout ce que Marlène a raconté, c'est quand même un film court, là, il dure 8 minutes. Comme quoi, hein, des fois, ça. Puis il y a un autre film qui s'appelle Les Sommets libres. Et là, c'est vraiment important, les gens qui nous écoutent, là, parce que sachez que le film, lui, malheureusement, il va sortir en ligne au cours de l'année, là, OK? Mais n'allez pas le voir en ligne parce que venez voir à Trails in Motion à l'automne, là. Parce que c'est un film magnifique et ça vaut vraiment la peine de venir l'écouter en salle sur grand écran avec du monde autour de vous. Alors, je vous le dis, n'allez pas l'écouter en ligne, écoutez-le à Trails in Motion parce que vous allez vraiment triper. C'est le film le plus long de la programmation, il dure une trentaine de minutes. C'est un film français qui se passe aussi dans les Alpes et le personnage principal est un travailleur social ou communautaire et il crée un groupe de jeunes qui sont un peu défavorisés, issus de différentes communautés. Et à travers le sport, les amène à se dépasser, gagner confiance en eux. C'est un magnifique documentaire qui a un style un peu d'observation. C'est pas un film là, d'action avec la caméra qui bouge tout le temps. Là. Il y a vraiment des scènes, à un moment donné, ils sont autour du feu, en train de manger. Ils parlent entre eux. C'est banal ce qu'ils se disent, mais ils se vivent quelque chose. C'est vraiment, moi, c'est tous des films préférés. Mais celle-là, vraiment, je l'aime beaucoup. C'est ça, je pensais à l'autre film, Good Will Running, Good aussi. Will Je Run. me disais, ah non, c'est peut-être lui mon coup de cœur, finalement. En tout cas, finalement, je les aime tous, là. Mais c'est ça. Mais Good Will Running, qui est aussi un super bon film qui se passe en Afrique du Sud, avec un homme, un père de famille, là, qui a dû quitter son pays. Je pense que c'est le Malawi, hein, c'est ça, Vincent? Ça. Et qui, pour gagner sa vie, gagner de l'argent, va travailler en Afrique du Sud. Il est pris
il y a une organisation qui le prend un peu sous son aile, là, puis il le fait travailler pour nettoyer les parcs, les Environnement. ouais, en environnement. Puis il l'encourage aussi là, à courir, puis à s'inscrire à l'Ultra Trail Cape Town notamment. Puis donc on suit cet homme-là qui vit des grands défis dans sa vie, qui est loin de sa famille, qui s'ennuie de ses enfants, qui vit quand même dans la pauvreté, puis mais qui arrive à traverser les difficultés de la vie, notamment avec la course à pied, là, qui le tient en vie, puis motivé, puis qui lui permet de rencontrer des gens, puis de vivre des choses positives. Donc, c'est vraiment un super bon film aussi, qui nous fait voyager en Afrique du Sud aussi, avec des paysages qui sont différents. Ah, les images sont magnifiques. Ouais. Puis un autre, le dernier film qui a aussi des images magnifiques, c'est Pika Pika ou Pika Pik, là, enfin, de Pika Pik, enfin, je sais pas comment le prononcer. C'est un film français, puis c'est le seul film qui porte sur un athlète élite. OK. Il s'appelle Martin Kern, je sais pas trop comment prononcer son nom non plus. Mais lui, c'est un film peut-être un peu plus classique là, sur l'histoire, parce que tu sais, des films d'athlètes élites, là, on en a quand même vu, là, mais c'est quand même un très bon film. C'est qu'il a, son objectif était d'aller à l'UTMB, il s'est blessé dans une saison de recovery, là, de remise en forme, là, je sais pas trop comment dire. Et puis, il décide oui, c'est ça. Il décide de faire une course dans les Pyrénées qui s'appelle la Pika Pika. Et puis, Marlène, depuis qu'elle a vu ce film-là, elle veut aller faire cette course-là. Et voilà. Donc, c'est un beau film. On suit son parcours. Ouais. Et là, nous, on a dû faire la bande-annonce dont tu as parlé. Tu as glissé un mot sur la bande-annonce. Ben oui. Autrefois, c'est sûr que James, lui, embauchait ses amis, là, puis c'est son team à lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je disais à Marlène, mais nous, on va donner de la job à notre monde, tu sais, à nos amis à nous. Alors, moi, à l'INIS, j'embauche souvent des vidéastes, des monteurs. Et là, j'ai embauché un de mes amis, Louis Petranco, que je salue. Et on a monté la bande-annonce ensemble. On a vraiment eu du plaisir à faire ça. Fait que c'est un beau projet parce que tu vois, moi-même qui est étudiant en cinéma, ça m'a permis de faire de la réalisation avec Louis. Donc, on est vraiment Vraiment content un de beau faire travail. ça. Oui, puis on le sait que faire de la bande-annonce, c'est un art en soi. Hein. C'est pas parce que tu es cinéaste que tu fais des longs métrages que tu peux faire un bon trailer et vice-versa. Puis je l'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai réalisé en le voyant, je me rappelle pas dans les années passées d'avoir vu, ou en tout cas ça m'a pas marqué, un trailer de Trails in Motion. Je suppose qu'il y en avait. C'est peut-être moi qui avait juste pas dans l'algorithme, on me l'a pas poussé. Mais je l'ai vu moi dès que c'est sorti. Puis j'ai fait OK, wow, c'est donc bien cool. Et je me rappelle pas d'en avoir vu. Donc celui-là, il était marquant, fait que je vous félicite, mais ça donnait le goût. Puis là, les descriptions que vous venez de nous faire donnent encore plus le goût. Fait qu'on a hâte que les dates sortent, on va s'acheter des billets, puis j'en reparlerai nécessairement aux auditeurs, aux auditrices au moment où ça se fera. Là. Ben oui, on compte sur toi, Yannick, pour nous aider à nous faire connaître ça. Ça va me faire plaisir. Ouais, la tournée québécoise, traditionnellement, a lieu à l'automne. Oui, c'est ça. On a le temps. temps. Hein. Moi, c'est ça. On a le temps en masse. Ceux qui Puis nous pour écoutent les... en France, ça peut être un peu à différents moments dans l'année. Puis pour les gens qui veulent être sûrs de ne pas le rater, ben allez sur trailsinmotion.com puis abonnez-vous à l'infolettre. Voilà. Hey, vous faites un excellent travail de promotion. On dirait que vous avez déjà fait ça. On dirait qu'on travaille tous les deux en communication. Ben oui, c'est ça, on dirait. Mais je suis vraiment content pour vous deux. Je pense que je vous connais comme personne, puis je pense que vous êtes les bonnes personnes pour être à la charge de ce festival-là. Vous allez nous faire, vous allez nous faire découvrir des films, c'est certain, mais vous allez donner la petite touche québécoise de ce que vous avez fait dans vos projets ici qui ont marqué nécessairement, ce que vous avez touché a fonctionné. Fait que j'ai pas de doute que Trails in Motion va atteindre 200, 300, 400 projections worldwide dans les prochaines années. On se rappellera pour votre 500e. C'est important de remercier la communauté québécoise aussi, hein, parce que Marlène l'a organisé pendant plusieurs années, la tournée, puis les gens ont toujours été au rendez-vous. Puis c'est vrai que c'était la plus grosse tournée au Québec. Donc, merci vraiment aux gens qui écoutent. Je pense que c'était aussi une des motivations de ramener ça ici, c'est qu'on savait qu'on avait le Québec quand même derrière nous. Et quand on faisait un peu une analyse, là, tout ça, là, les revenus, les dépenses, ben, tu sais, le Québec était une base solide, là. Donc, on remercie les gens vraiment d'être là. Ben, merci à vous deux. Moi, c'est moi qui vous remercie. Ça a été une super discussion. Ça a permis de prendre des nouvelles. Ça a permis de parler d'entrepreneuriat, de travail autonome, de vos expériences de course, puis bien sûr de Trails in Motion. Merci de votre temps ce soir. Marlène, étais-tu bonne ta bière?
Oui, elle était bonne. Elle était bonne? Je suis pas sûre, mais ça va bien. Bon, ben parfait. Moi aussi, elle était excellente. Merci, Noctem. Merci à vous deux de votre temps ce soir. On va surveiller les prochaines nouvelles de Trails in Motion. Puis on va aller s'inscrire à l'infolette, très important. J'en profite pour remercier David Hébert qui fait le design graphique du podcast, qui ces temps-ci travaille beaucoup sur Pas sorti du bois. Il y a beaucoup d'affaires qui s'en viennent, beaucoup de projets que quand j'ai parti ça à l'automne ou à l'hiver, j'ai dit à mes collaborateurs, dont David, faut que ça soit prêt pour le début de la saison de trail. On est là, c'est dans quelques semaines. Donc, il y a des nouvelles affaires dans le giron Pas sorti du bois qui vont voir le jour. J'ai très hâte de vous lancer ça. Fred Desroches, mon ami compositeur musical, qui a fait le nouveau thème musical, vous êtes le 2e épisode avec ce nouveau thème les gens rient de moi parce que je dis tout le temps Roots dans ce podcast-là. Quand j'ai parlé avec Fred, quand j'ai cherché le son de Pas sorti du bois, parce que je trouvais que ce qu'on avait fait il y a 5 ans, on était rendu ailleurs, je voulais quelque chose de roots, d'organique, de country, de folk, c'est ça qui m'a proposé. Merci à tout le monde qui m'a écrit en me disant « Hey, on l'aime », parce que je pense qu'au dernier épisode, j'ai dit « Si vous ne l'aimez pas, c'est votre problème, mais je pense que les gens l'ont aimé. Ça a fait un petit choc aux gens, puis je l'avais pas annoncé. L'épisode est sorti, puis ça a fait bang, OK, c'est quoi cette musique-là? Donc, je suis content du feedback que j'ai eu par rapport à ce nouveau thème musical-là. Je remercie Fred Desroches. Comme d'habitude, je termine en remerciant mes partenaires. NAC, le partenaire principal depuis le jour 1. Noctem pour la bière. Mox Mocktail pour les mocktails. Et Café Charlevoix pour le café, mais surtout le support pour les cafés du vendredi qui me font sortir mes années de cégep en théâtre pour faire... Au début, c'était supposé être des mini-introductions de 4 secondes humoristiques avant de faire un tour d'actualité trail. Maintenant, c'est rendu 1 minute de sketch puis 1 minute d'actualité. Mes excuses à ceux qui étaient là pour les actualités. Fait que voilà, merci Marlène, merci Vincent, puis à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.